Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vos enquêtes impossibles. Peut-on se suicider à l'aide d'un fusil? La longueur du canon permet-elle de pointer l'arme sur soi et de presser ensuite la détente? Ces questions récurrentes sont un véritable casse-tête pour les experts en balistique, car bien souvent, la distance qui sépare un crime d'un suicide se mesure en millimètres. Dans ce magnifique paysage désertique du nord-ouest du Nouveau-Mexique, la ville de Farmington est l'un des rares endroits verdoyants. Les rues sont généralement paisibles. Ce sont des policiers à moto qui gèrent les problèmes de circulation. Paul Dunn travaillait auparavant dans ce service. J'adorais mon travail. J'avais l'habitude de dire que les deux seules choses que je savais vraiment faire, c'était être agent de la circulation et père de famille. J'appréciais tout particulièrement la simplicité de mon travail. Lorsque l'on doit enquêter sur un accident ou reconstituer un accident, ce n'est en fait qu'une question de logique. Cliff Ollum travaille aux côtés de Paul Dunn. C'était un excellent officier de police. Il prenait son travail vraiment au sérieux. Paul est marié avec Monica Sanchez Dunn. Le couple a 2 enfants. C'était vraiment la plus belle femme qui m'ait été donnée de rencontrer dans ma vie. Seulement, au bout de quelques années de mariage, leurs relations deviennent conflictuelles. Monica découvre que Paul a une maîtresse et ils décident de divorcer. Le 4 avril 1991 au matin, Cliff Ollum est de service. Il apprend par un appel radio qu'une fusillade a eu lieu au domicile de Monica. Paul était en train de pratiquer un massage cardiaque à Monica. Il était couvert de sang. Monica est transportée d'urgence à l'hôpital, mais il n'y a plus rien à faire. Elle est déclarée morte à son arrivée. La cause du décès, une blessure par balle à l'abdomen. Paul se rend chez son ex-femme pour prendre son petit déjeuner avec ses filles. Quand il arrive, Monica est sur le point de partir travailler. Ils discutent et une dispute éclate. Elle m'a dit qu'elle allait porter plainte contre moi. J'étais surpris. Elle a répété qu'elle allait porter plainte contre moi pour coups et blessures. Furieuse, elle a quitté la pièce, traversé le salon. Elle a ensuite pris le couloir. Elle est entrée dans la chambre en claquant la porte. Paul suit Monica dans la chambre. Paul soulève Monica et court au garage pour la conduire à l'hôpital. Mais il ne sait pas s'il arrivera à temps. Je la sentais trembler. Je savais ce que cela impliquait. Ses collègues de travail ne croient pas à la thèse du suicide. Tout est possible, évidemment. Mais je suis convaincu de la chose suivante. Seules 2 personnes connaissaient la vérité. Et l'une d'elles restera muette à jamais. Paul Dunn a-t-il tué sa femme? Nous savons que les relations entre les époux divorcés étaient conflictuelles et que Monica avait l'intention de porter plainte contre son ex-mari, l'accusant de l'avoir molestée. Si ces allégations étaient avérées, Dunn aurait été contraint de démissionner. La perte d'emploi constitue-t-elle un mobile crédible? Les collègues du suspect ne croient pas à la thèse du suicide. Afin d'éviter les conflits d'intérêts, les enquêteurs sont dessaisis de l'affaire qui est confiée à un autre service de police du Nouveau-Mexique. Les enquêteurs ne retrouvent aucune empreinte digitale exploitable sur le fusil. Ils découpent la paroi du mur où sont logés les plombs pour l'analyser. Dans le camion de Monica, les enquêteurs trouvent un formulaire de plainte pour violence conjugale. La veille de son décès, Monica se rend au poste de police pour que l'on photographie les blessures que Paul lui aurait infligées. Elle avait un bleu sur la joue. Elle en avait également un sur la cuisse et plusieurs autres sur les jambes. Si elle portait plainte pour coups et blessures, Paul perdrait son poste. Lorsque la police photographie les blessures de Monica, elle ne respecte pas la procédure habituelle. D'après un témoin, c'est un homme qui prend les photos. De plus, il est seul avec Monica dans son bureau, les stores baissés.
C'est une femme qui aurait dû prendre les photos, mais le policier n'a pas respecté le règlement. En plus, il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Le policier était seul avec Monica. Ça leur a pris 10 minutes pour prendre les photos. On se demandait ce qu'il avait bien pu se passer dans cette pièce pendant ces 10 minutes. Lors de l'autopsie, le médecin légiste remarque 2 écorchures près de l'endroit où a pénétré la balle. Elles correspondent à celles occasionnées par un fusil. Contrairement à une carabine, un fusil envoie plusieurs projectiles à la fois. Et dans ce cas, il y avait 9 plombs. Une bourre en plastique équipée de 4 fentes longitudinales équidistantes maintient les plombs en place. Quand on tire, la bourre s'ouvre, telle une fleur composée de 4 pétales. Lors du coup de feu, l'air qui entre écarte les fentes. La bourre s'ouvre et prend la forme d'une croix en fonction de la trajectoire de la balle. Comme la bourre s'ouvre avant de pénétrer dans le corps de Monica, la distance qui sépare le canon de Monica se situe entre 30 et 90 cm. Du canon à la gâchette, le fusil mesure un peu moins de 74 cm. Si la distance entre le canon et l'abdomen de Monica se situe entre 30 et 60 cm, il faudrait que les bras de Monica soient presque 2 fois plus longs pour presser la détente. Paul nie avec véhémence avoir tué sa femme. Il propose de passer au détecteur de mensonges. Did you ever physically injure Monica? No. Did Monica shoot herself while you were standing more than 6 feet away from her? Yes. Les résultats du test indiquent que Paul dit la vérité. Cependant, les preuves médico-légales sont solides. Il est donc arrêté et inculpé de meurtre. Police officers take an oath to protect and serve the public, and it's very disheartening when a police officer engages in this kind of conduct. Comme Paul Dunn est un policier, il est séparé des autres détenus. J'étais enfermé 23h30 par jour, 7 jours par semaine. Cela a duré 8 mois. À force d'arpenter ma cellule, un X s'est formé sur le sol. La police se retourne contre lui. Une fois que Paul est inculpé et qu'il est exclu de la police, les autres officiers abusent de leur autorité et se liguent contre lui. Paul engage Victor Titus, un ami de la famille, pour le défendre. Ironiquement, Titus a aidé à porter le cercueil de Monica lors de l'enterrement. Ce dernier ne comprend pas pourquoi la famille l'a sollicité. C'est une famille extrêmement unie. Elle aurait dû normalement choisir exclusivement des membres de la famille pour porter le cercueil. Je n'étais pas le seul d'ailleurs. Quand j'ai vu les autres personnes sélectionnées, j'ai pensé que c'était Monica qui, d'une manière ou d'une autre, nous avait choisis. C'était extrêmement étrange. Comment Monica a-t-elle pu choisir les personnes qui porteraient son cercueil alors qu'elle est morte? Titus pense que Monica a laissé une lettre d'adieu et que l'accusation en a caché l'existence à la défense. Lors d'une audience préliminaire, Titus exige de savoir si Monica a écrit une lettre d'adieu. Monsieur Sanchez, le père de Monica, se trouvait dans la salle. Le juge Rich s'est adressé à lui. Monsieur Sanchez s'est levé et a avoué détenir une lettre dans un classeur chez lui. Monica donne cette lettre à un membre de la famille presque 1 mois avant sa mort. Elle désigne les personnes qui porteront son cercueil et celles qui hériteront de ses biens après sa mort. Je me rends désormais compte que la vie est injuste. Elle semble si cruelle la plupart du temps. Dis aux filles que je les aime beaucoup. Je sais qu'elles auront beaucoup de peine. Je suis vraiment désolée. Mais je n'ai simplement plus la force de continuer ainsi. Les avocats de l'accusation affirment que la lettre n'évoque pas un suicide éventuel. Il s'agit seulement des dernières volontés de Monica et de son testament. Les avocats de Paul Dunn préparent la défense de leur client. Ils engagent Dave Pfeffer, un détective privé fort d'une expérience de 20 ans dans la police, pour examiner la scène du crime. Les preuves indiquent que les plombs ont traversé le corps de Monica et le plaque-au-plâtre avant de se loger dans le mur en briques et les montants en bois qui se trouvaient dessous. Pfeffer effectue une simple expérience. Nous avons aligné les marques laissées par les plombs sur les montants en bois
avec les marques laissées sur les briques. On les a mises côte à côte. On a ainsi déterminé que la trajectoire des plombs pointait directement vers le pied du lit, en fait vers l'intérieur du lit, à environ 30 cm. Ce n'était certes pas une approche très scientifique, mais cela nous a donné un aperçu de la trajectoire. Ces conclusions viennent contredire la théorie de l'accusation. D'après elle, Monica est debout quand le coup de feu part. Pour un examen balistique plus poussé, Pfeiffer contacte Nelson Welch, ancien expert en armes à feu du laboratoire de la police scientifique du Nouveau-Mexique. En analysant les photographies de l'autopsie, Welch remarque la présence d'une substance appelée Grex à l'intérieur et autour de la blessure de Monica. Ces grains blancs de polyéthylène, introduits en même temps que les plombs, permettent d'éviter que ces derniers ne se déforment quand ils sont propulsés à une grande vitesse. Cependant, Welch est surpris de constater l'absence de ces grains sur l'extérieur de la robe de Monica. Welch tente une expérience. Il tire sur un bloc de gélatine recouvert d'un tissu à une distance de 60 cm environ, distance à laquelle Paul a tiré sur sa femme, selon l'accusation. Les grains de polyéthylène viennent recouvrir l'extérieur du tissu. Il n'y avait pas de Grex sur la robe, à l'endroit de l'impact. J'ai remarqué en revanche une grande quantité de Grex mélangée à du sang à l'intérieur de la robe, devant et derrière. Presque tous les grains avaient en fait pénétré dans la blessure. Aucune trace de grain à l'extérieur de la blessure. Utilisé à bout portant, un fusil de chasse provoque une large blessure dans le corps de la victime. À distance, il entraîne des blessures multiples et dispersées. Pour connaître la distribution des impacts et déterminer la position de l'arme au moment du coup de feu, les enquêteurs interrogent le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie. Mais le type de fusil, la nature et le calibre des munitions rendent les observations souvent hasardeuses. Dans le cas qui nous préoccupe, l'absence de Grex sur l'extérieur de la robe de Monica laisse penser que le canon du fusil était pressé contre l'abdomen et non pas tenu à distance. Mais cette déduction ne fait pas l'unanimité des experts. Le docteur Martin Fackler, chirurgien de la défense, sont convaincus que le canon du fusil était pressé contre l'estomac de Monica quand le coup de feu est parti. La famille de Monica Dunn insiste pour que Paul soit emprisonné jusqu'au procès sans possibilité de libération sous caution. Il ne voit plus ses filles et il est renvoyé de la police. Ils m'ont brisé, complètement anéanti. Au bout de 8 mois d'isolement cellulaire, n'importe quel homme serait brisé. Paul décide que s'il est reconnu coupable, il se suicidera plutôt que de purger sa peine. Il gardait avec lui un rasoir en plastique. Il s'était débarrassé du manche en plastique et il ne conservait que la lame du rasoir. Il avait simplement décidé qu'il n'irait pas en prison car les autres détenus maltraitent les policiers incarcérés avec eux. Lors du procès, l'accusation présente sa théorie. Elle affirme que Paul a tiré sur Monica à une distance de 60 cm alors qu'ils étaient tous les deux debout. La défense expose une version des faits bien différente. Dans la salle d'audience, les experts de la défense reconstituent la chambre de Monica. Ils utilisent le vrai lit et le vrai mur. Nelson Welch prouve au jury que la trajectoire prise par les plombs récuse la théorie de l'accusation. Nous avons commencé par le mur de briques, là où les plombs sont venus se loger. Puis nous avons continué avec le placo-plâtre. Et vous remarquerez que l'angle pointe vers le bas, légèrement vers le lit. Du mur en briques, à travers le placo-plâtre, jusqu'à la blessure de sortie au dos de Monica, puis la blessure d'entrée pour finir par le canon du fusil, la trajectoire des plombs est beaucoup plus basse que l'affirme l'accusation. C'est la seule position possible pour parvenir à reproduire la trajectoire des plombs.
Cette conclusion implique que Monica est assise sur le lit sur lequel repose la crosse du fusil quand le coup de feu part. Ceci vient vérifier la déposition initiale de Paul à la police. À l'aide d'un mannequin de la taille de Monica, la défense démontre qu'elle a très bien pu presser la détente en se penchant vers l'avant. L'épreuve montre que le fusil est à l'envers, pointant vers le haut. Il est donc pratiquement impossible que Paul ait appuyé sur la gâchette. Pour que ce scénario soit plausible, Paul doit être accroupi au pied du lit. Il doit presque être à terre pour atteindre la détente, car le fusil est vraiment bas. Et pendant que son ex-mari fait tout ça, Monica doit être consentante et l'autoriser à presser le canon contre son estomac. C'est impossible. Nelson Welch est fermement convaincu de l'innocence de Paul et fait une promesse des plus inhabituelles à une collègue. Je lui dis que si Paul se révélait être coupable, je ne travaillerai plus jamais sur des affaires de ce genre. L'accusation a négligé les preuves qui contredisaient totalement la distance de tir. Le canon était en contact direct avec la victime. Pour déterminer les trajectoires des balles et la position du tireur par rapport à la victime, les enquêteurs utilisent des fils et des baguettes. Introduits dans les points d'impact, ils donnent une bonne indication sur l'angle des tirs. Des rayons laser sont aujourd'hui utilisés à cette fin, mais ils doivent être photographiés sous certaines conditions d'éclairage pour être visibles. Après avoir appliqué cette technique en reconstituant la scène de crime, l'expert en balistique Nelson Welch en vient à la conclusion que Monica Sanchez s'est donné la mort en se penchant en avant afin de pouvoir presser la détente du fusil du bout d'un doigt. Par ailleurs, d'autres témoignages viennent indirectement innocenter le suspect présumé. La première femme de Paul ainsi que sa petite amie témoignent toutes les deux devant la cour. Elles affirment qu'il ne les a jamais maltraitées. Le jury doit choisir entre deux théories rivales. Monica s'est-elle suicidée ou Paul lui a-t-il tiré dessus à une distance de 60 cm? Le jury prononce son verdict au bout de quelques minutes. Les jurés se sont retirés et ont effectué un premier vote. Ils sont tous parvenus au même verdict, non coupable. Puis ils sont allés aux toilettes, ils se sont recoiffés, tout ça pour tuer le temps. Ils craignaient en effet que le juge ne les réprimande s'ils ne délibéraient pas un certain temps. La mission de l'accusation est de prouver formellement la culpabilité de l'accusé. Et pourtant, dans cette affaire, c'est la défense qui a prouvé sans aucun doute l'innocence de l'accusé. En ce qui me concerne, elle l'a prouvé de manière indubitable. Paul Dunn serre sa fille dans ses bras et se rue hors de la salle d'audience. J'ai respiré l'air frais. C'est horrible, la prison. Ça ne sent pas bon. J'avais besoin de respirer l'air frais. Paul Dunn ne reprend pas son poste au sein de la police. Il est maintenant contremaître dans une société pétrolière. Il affirme que cette affaire a ébranlé bon nombre de ses convictions. Quand il était policier, il pensait que toutes les personnes emprisonnées étaient coupables. Il nie avoir maltraité sa femme, mais concède cependant que son infidélité est responsable d'une partie de ses problèmes. Je ne suis pas fier de la personne que j'étais avant. Je n'avais pas conscience de ce que je faisais. C'est la mentalité des officiers de police. C'est dans l'ordre des choses. Une question subsiste cependant. Pourquoi Monica s'est-elle suicidée? Nombreux sont ceux qui pensent qu'elle ne supportait simplement pas de perdre Paul, même si elle aussi avait été infidèle. Son dossier médical indique que Monica s'est fait avorter alors qu'elle était encore mariée. Ceci s'est passé longtemps après que Paul a subi une vasectomie. Je vais vous dire une chose. Je ne dirai pas de mal d'une personne décédée. Ce n'est pas à moi de la juger. On ne peut toujours pas expliquer la présence des bleus sur le corps de Monica. De plus, sa lettre d'adieu soulève d'autres questions. Ça se voit quand on a des bleus. Elle a écrit cette lettre un mois avant de mourir.
Comment pouvait-elle savoir un mois avant sa mort qu'elle aurait des bleus sur le corps? De tels propos indiquent qu'elle projetait non seulement de se suicider, mais également de maquiller son suicide en meurtre, afin que son mari soit inculpé d'homicide. À cause d'une mauvaise interprétation de la scène du crime, Paul Dunn a bien failli être incarcéré à perpétuité. Un examen balistique plus poussé a cependant fini par lui rendre sa liberté. J'étais terrifié, car la famille de mon ex-femme est riche. Je n'avais plus d'argent, c'était la même chose pour mon père. Et eux, ils avaient tout l'argent du monde. Ils voulaient me mettre en prison pour le reste de ma vie. Le procès a été pour moi une terrible épreuve. Même si je savais que j'étais innocent, ça n'a pas rendu les choses plus faciles. J'étais complètement terrorisé. La chose la plus difficile pour l'accusation, c'est de reconnaître son erreur. Et elle ne l'a jamais fait. Je ne sais pas si elle le fera un jour. Mais le jury, lui, a découvert que l'accusation avait commis une erreur. Cette affaire met en scène une querelle d'experts en balistique. Et c'est un jury populaire qui a tranché pour innocenter l'accusé. Monica Sanchez s'est suicidée avec l'intention peut-être d'incriminer son ex-époux pour se venger post-mortem de son infidélité. Le fait est suffisamment rare pour être souligné, car dans la plupart des cas, les enquêteurs se trouvent confrontés au scénario inverse. Les assassins tentent de maquiller leur crime en suicide. Blanchi de tout soupçon, libéré, après avoir purgé 8 mois de prison, Paul Dunn a attaqué en justice les services de police du Nouveau-Mexique et le laboratoire médico-légal, exigeant réparation pour avoir été accusé à tort, avoir perdu son emploi et avoir été privé de la garde de ses enfants. Une cour de justice lui a donné raison et lui a accordé la somme de 175 000 $ de dommages et intérêts. Mais les experts du procureur ont, quant à eux, refusé de reconnaître leur erreur. Certaines séries télévisées nous ont rendu presque familières les scènes de carnage. On peut le déplorer, car chez les plus jeunes, elles peuvent banaliser l'horreur. Mais lorsqu'une famille entière est réellement massacrée dans sa maison, et que cette hécatombe ne doit rien à un scénariste, nous n'avons d'autre choix que d'essayer de comprendre comment cela est arrivé. Le 29 août 1994, juste avant l'aube, les pompiers de Vinton, en Virginie, interviennent sur une maison en feu sur Virginia Avenue. Il a tué sa femme et ses 2 filles. Puis il a mis le feu à la maison avant de se mettre au lit et de se suicider. Blaine Hodges a récemment traversé une période difficile. Il a été renvoyé de son travail au bureau de poste où il aurait dérobé l'équivalent de 3 500 €. Il a été reconnu coupable de détournement de fonds et il était sur le point de faire une courte peine de prison. Quand on a découvert ça, on a pensé que c'est ce qui aurait pu le pousser à vouloir tuer sa famille et se suicider. Blaine allait purger une peine de 6 mois d'emprisonnement pour ce crime. On lui a également ordonné de restituer l'équivalent de 7 200 €, somme qu'il ne possédait apparemment pas. Est-il possible que la perspective de la prison et le remboursement d'une large somme l'ait fait craquer? Lors de l'autopsie, le médecin légiste, le Dr William Massello, fait une découverte surprenante. Blaine Hodges n'a pas de suie dans les poumons, ni dans les voies respiratoires, ce qui aurait été le cas s'il avait mis le feu avant de se suicider. Le corps de Blaine révèle bien d'autres informations. Monsieur Hodges montrait des signes de décomposition qui tendaient plutôt à indiquer qu'il était mort des heures, voire même des jours, avant les autres. D'abord, j'ai cru qu'il me faisait marcher, parce qu'on se connaît depuis longtemps.
Mais ensuite, il m'a dit « Barry, je suis sérieux. » Il est impossible que Blaine Hodges ait tué sa famille puisqu'il était déjà mort. Tout le monde en serait arrivé à cette même conclusion. Les conclusions de l'autopsie ont permis à la police d'établir que ce n'était pas un meurtre suivi d'un suicide. Les filles ne pouvaient pas s'être tirées elles-mêmes 2 balles dans la tête. Teresa n'a pas pu s'étrangler puis se mettre le feu à elle-même. Autopsier un cadavre pour déterminer les causes de la mort est une pratique aussi ancienne que celle de la médecine. Elle existait déjà dans la Rome antique sous le nom de médecine de forum. Et la première mention de coroner, l'équivalent anglais du médecin légiste, date de la conquête de l'Angleterre par les Normands en 1066. En écrivant vers 1630 un traité intitulé « Questions de médecine légale », l'Italien Paolo Zacchias théorisa les techniques de dissection. Et en France, il fallut attendre la fin du XVIe siècle pour qu'Henri IV instaure le premier corps de médecins experts. Sachez encore qu'aujourd'hui, aux États-Unis, dans certains États, les légistes sont à la fois docteurs en médecine et avocats, ce qui fait d'eux de super diplômés puisqu'ils ont un niveau d'études allant jusqu'à Bac plus 15. Mais, si vous le voulez bien, revenons-en à notre affaire. Pour gagner du temps, la police ne révèle aucun de ces éléments aux médias ni à la famille. Ils ont déclaré qu'il y avait eu un feu et qu'ils étaient morts dans l'incendie. C'est tout. À ce moment-là, nous ne savions pas grand-chose. Les preuves médico-légales indiquent qu'une personne extérieure à la maison a assassiné les 4 membres de la famille Hodges avant de mettre le feu. Les preuves montrent également que Teresa s'est battue avec le meurtrier. Des poignées de ses cheveux étaient encore dans l'escalier. Le feu est parti près de son corps. Le demi-frère de Teresa ayant des problèmes avec la justice, la police se demande si le crime ne serait pas une sorte de vengeance. Cette idée leur est venue parce que l'un des enfants que le père de Teresa avait eu d'un autre mariage se trouvait être en prison et était un ancien informateur de l'agence de lutte contre la drogue. C'est comme ça que l'hypothèse d'un lien avec la drogue a été établie. La police a une autre piste. Une dame âgée dit avoir vu un pick-up rouge quitter l'allée des Hodges peu avant l'incendie. La police interroge tous les parents des Hodges, ainsi que l'homme qui passait plus de temps que n'importe qui d'autre chez eux. Le meilleur ami de Blaine est son ancien entraîneur d'athlétisme au lycée, Earl Bramblett. Tous les gens auxquels la police a parlé ont répondu « Si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans cette maison, allez voir Earl Bramblett. C'est le meilleur ami de la famille. Il est tout le temps chez eux. Blaine et lui sont tout le temps ensemble. » Bramblett dit à la police qu'il est allé à la pêche avec les Hodges la veille de l'incendie et qu'il n'a aucune idée de qui pourrait leur vouloir du mal. Mais au cours de son interrogatoire, Bramblett dit quelque chose de révélateur au sujet de Blaine. Il l'a traité de salaud. Il a dit que ce salaud avait une famille formidable et qu'il les avait tous tués. Les journaux disent seulement que la famille est morte dans l'incendie de leur maison et ne parlent pas de meurtre ou de suicide. Quand il a dit ça, on a trouvé ça louche. Une enquête sur le passé de Bramblett révèle qu'il a déjà eu des démêlés avec la justice. En 1977, il était suspect dans la disparition de 2 jeunes filles de Roanoke, dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Il a également été accusé d'agression sur une jeune fille en 1984. Muni d'un mandat, la police fouille son domicile, qui se révèle n'être qu'une simple chambre dans un motel du coin. À l'intérieur, il découvre de nombreux romans policiers et des manuels. Il avait un livre dont le sujet était la médecine légale. Ça expliquait les différentes techniques utilisées en médecine légale. La police trouve également un magazine policier avec un article sur un meurtre commis avec un pistolet sans canon. Et justement, il se trouve que l'arme retrouvée près du corps de Blaine Hodges n'a plus de canon.
Bramblett possède un pick-up, mais il est blanc et non rouge comme celui aperçu quittant l'allée des Hodges. Mais à l'arrière du pick-up de Bramblett sont retrouvées plusieurs douilles de calibre 22. La police se rend ensuite chez l'employeur de Bramblett pour vérifier s'il était au travail le jour du meurtre. Sur la feuille de pointage du jour en question, l'une des inscriptions a été effacée. La police trouve un jean appartenant à Bramblett en train de tremper dans un évier. Une équipe de médecins légistes du laboratoire de police scientifique de Virginie analyse les éléments trouvés au domicile du principal suspect. Utilisant la méthode dite du tube de charbon, Tom Simpson, expert en incendie criminel, place des échantillons du jean taché de Bramblett dans un bidon qu'il chauffe. La vapeur est capturée dans un tube rempli de charbon. Elle est ensuite placée dans un chromatographe en phase gazeuse, couplé à un spectromètre de masse, un appareil permettant d'analyser la composition chimique exacte d'une tache. Bien que le jean ait été mis à tremper dans de l'eau, Simpson découvre qu'il s'agit de taches de gazole, le même carburant utilisé pour mettre le feu chez les Hodges. Le gazole permet à un feu de s'étendre très rapidement. Si un objet est imprégné de gazole, il ne va pas s'enflammer très vite, mais la chaleur du feu sera plus intense. L'inscription effacée sur la feuille de pointage de Bramblett représente un nouveau défi. Gordon Menzies, expert en documents, utilise un comparateur vidéospectral avec différentes sources lumineuses pour essayer de lire sous l'encre noire. Petit à petit, l'information devient visible. J'ai réussi à lire l'inscription qui était 508M, ce qui signifierait 5 heures du matin lundi, d'après ce que je sais de la pointeuse de l'entreprise. 5h08 du matin, seulement 20 minutes après que les voisins ont signalé l'incendie chez les Hodges. Coïncidence, le lieu où travaille Bramblett n'est qu'à 20 minutes en voiture de chez eux. Celui à qui appartient l'écriture sur la feuille de pointage ne fait aucun doute. Oui, j'ai conclu que l'écriture était celle de Earl Bramblett. L'une des caractéristiques de son écriture, c'est qu'il fait une lettre K démesurée. On dirait presque un R majuscule. Les experts en documents recherchent les caractéristiques individuelles de l'écriture, se concentrant sur 4 paramètres: la forme, la qualité des lignes, l'arrangement et le contenu. L'examinateur commence la comparaison à l'œil nu et à la loupe, puis à l'aide d'un microscope binoculaire. Les éclairages spéciaux peuvent révéler les détails de l'altération d'un document. Une lumière oblique peut faire ressortir le creux du papier. L'éclairage par en dessous fait ressortir en clair les zones gommées et en sombre le blanc correcteur. Enfin, l'examen spectrographique peut révéler les différences chimiques entre 2 encres de même couleur. La graphologie permet également d'élucider un autre mystère. Dans la benne à ordures située derrière son lieu de travail, la police trouve une page provenant d'un sous-main couverte de dessins étranges. Des dessins de silhouettes avec des flèches pointant vers leur tête. Et des petites flammes dessinées autour du corps de quelqu'un qui semble être allongé sur un canapé. Et des petits escaliers qui semblent indiquer qu'on monte à l'intérieur d'un bâtiment. La police pense que les flèches symbolisent des coups de feu et que le cercle autour du cou symbolise la strangulation. Encore une fois, ce sont des informations que seul le tueur peut connaître, puisqu'elles n'ont pas été révélées au public. L'écriture au bas de la page correspond aux échantillons connus de l'écriture de Bramblett. Van Roberts, expert en armes à feu, compare les balles prélevées sur les victimes du meurtre à l'arme retrouvée près du corps de Blaine Hodges.
Bien que l'arme n'ait plus de canon, elle a toujours son percuteur. Au microscope, on peut voir les marques spécifiques faites par le percuteur sur les balles. Les marques faites par le percuteur de l'arme, trouvées sur les lieux du crime, correspondent aux douilles trouvées dans le pick-up de Bramblett et à celles trouvées chez les Hodges. Le FBI procède à une analyse des fragments de balles prélevés sur les corps. Quand le fabricant fait ses balles, même des balles blindées puisque leur cœur est en plomb, il remplit un creuset de plusieurs centaines de kilos de plomb fondu auquel il ajoute certains éléments traceurs. Ce grand creuset, qui va servir à fabriquer des milliers de balles, est unique à cause de la quantité d'éléments traceurs qui y ont été ajoutés. L'analyse du plomb faite par le FBI prouve que les balles retrouvées sur les victimes ont été faites avec la même fournée de métal fondu que les balles inutilisées retrouvées chez Earl Bramblett. L'éclairage peut modifier l'aspect des couleurs ou la perception que l'on s'en fait. Ainsi, une anecdote me revient en mémoire. Une nuit à Sydney, les policiers enquêtent sur le meurtre d'une jeune femme. Alors des voisins sont interrogés. « Oh, c'était un grand noir avec des cheveux teints en blond », dit l'un d'eux. « Non, c'était un hispanique. Il portait un bonnet de ski de couleur claire », affirme un autre. « L'agresseur était blanc. Ses cheveux étaient teints en bleu ou en vert », dit un troisième homme qui a assisté à la scène. Sachant que 75% des témoignages oculaires sont erronés, le policier retourne la nuit suivante dans la rue où s'est déroulé le meurtre. Il est accompagné d'un collègue qui ressemble au meurtrier. Le policier le photographie en utilisant des films conçus pour plusieurs types de lumière. Des lampadaires diffusent une lumière quasiment pourpre, tandis que plus loin, des réverbères projettent une clarté au reflet bleuté. Eh bien, tous les témoins avaient raison. Car sur les tirages photographiques, les cheveux du modèle apparaissent alternativement bleus, blonds ou châtains selon l'endroit où il se trouve, tout comme la couleur de sa peau varie du sombre au blanc en fonction de la nature des sources lumineuses. Nous savons donc maintenant pourquoi des témoins ont cru voir rouge le pick-up blanc de Bramblett. Mais les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Les preuves médico-légales relient Earl Bramblett au meurtre, mais c'est Bramblett lui-même qui va involontairement révéler son mobile. Dans sa poubelle, la police découvre une lettre de rappel pour un garde-meuble qu'il loue près de chez lui. L'ironie, c'est que cet endroit s'appelait Winter's Mini Storage, écrit de la même manière que la petite Winter Hodges. À l'intérieur, des cartons entiers de cassettes audio. Ce qu'il dit de Winter Hodges, 11 ans, fait froid dans le dos. En ce qui concernait la petite Winter, ses motivations étaient extrêmement préjudiciables. Les implications pédophiles de ses paroles. Je ne discuterai pas ici de ces horreurs. Après presque 2 ans d'enquête, les procureurs du comté de Roanoke ont enfin suffisamment de preuves pour arrêter Earl Bramblett pour le meurtre de la famille Hodges. Il était temps, on le savait très bien. Tous les experts avaient terminé leurs analyses. Je pense que nous avions tout ce qu'il nous fallait au bout d'environ 1 an et demi. Earl Bramblett est prêt, lui aussi. C'est l'une des rares fois où Bramblett s'exprime devant la cour, mais les jurés entendent sa voix à maintes reprises sur les cassettes audio. À un moment donné, Bramblett dit qu'il a peur que Blaine Hodges n'en ait après lui. À l'écoute des cassettes, on voit que son inquiétude était que la famille essayait d'utiliser leur fille aînée comme appât pour le piéger et faire en sorte qu'il soit poursuivi, ce qui, d'une manière ou d'une autre, réglerait les problèmes de Blaine Hodges. Leach dit que Blaine Hodges n'a jamais essayé de faire réduire sa peine pour détournement de fonds en tentant de piéger Bramblett. Il pense que tout ça n'était que le fruit de son imagination.
Honnêtement, sa paranoïa a augmenté à un tel point que c'était un facteur déterminant dans les raisons qui l'ont poussé à commettre des doutes sur la probabilité qu'un homme se suicide avec un pistolet sans canon. Plus tard, il est retourné chez les Hodges avec un bidon de gazole. Il a versé le gazole au rez-de-chaussée pour que la maison brûle, mais elle n'a pas suffisamment brûlé pour empêcher toute analyse médico-légale. Si Earl Bramblett avait été aussi bon incendiaire qu'il était bon meurtrier, on ne l'aurait jamais eu. Bramblett est ensuite allé à son travail, où il a commis un certain nombre d'erreurs. Il a pointé, soit par habitude, soit par cupidité pour être payé parce qu'il était venu plus tôt. Cela le situe dans les environs de la maison des Hodges, aux alentours de l'heure de l'incendie. Il a ensuite essayé d'enlever les taches de gazole de son jean en le faisant tremper dans l'eau, mais les examens médico-légaux les ont identifiés. Il a involontairement révélé son implication en dessinant des silhouettes et leurs blessures sur un morceau de papier au travail, qui furent ensuite comparés à une analyse de son écriture. En plus des preuves médico-légales, les procureurs ont également ces cassettes audio. Chaque fois qu'on arrive à obtenir des paroles d'un accusé, elle parle du sujet de son crime. Là, il parlait des Hodges. C'était extrêmement important. Je pense que ça a été très efficace sur le jury. Il a fallu au jury environ 1 heure pour reconnaître Bramblett coupable de meurtre passible de la peine capitale. Le puzzle s'est assemblé au point que les 12 jurés étaient convaincus sans le moindre doute possible que Bramblett était coupable. Et je pense qu'ils en sont convaincus encore aujourd'hui. Les preuves médico-légales ont été la clé de tout. Bramblett a été condamné à mort. Le 9 avril 2003, il a été exécuté sur la chaise électrique en Virginie. J'ai entendu plusieurs personnes dire que s'ils étaient assassinés, ils voudraient que Barry Kissy mène l'enquête, parce qu'il ne laisse pas tomber tant que l'affaire n'est pas résolue. Il est comme Colombo, il est comme un chien de chasse, comme un bulldog. Sans la médecine légale, nous ne serions pas là aujourd'hui, à parler de l'arrestation et de la condamnation d'Earl Bramblett pour avoir tué les Hodges. C'est aussi simple que ça. Quel que soit l'angle sous lequel on regarde cette affaire, ce sont les médecins légistes qui ont tout fait. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Earl Bramblett avait fait la connaissance de Blind Hodges quand ce dernier était encore au lycée. Les deux hommes s'étaient liés d'amitié, et quand Blind fonda sa famille, Earl se considéra comme un oncle pour les enfants du couple. C'est ainsi qu'il leur offrit des vêtements neufs et qu'il prit à sa charge la rénovation des peintures de la maison. Alors comment expliquer ensuite que les choses aient pu déraper pour se transformer en tragédie? Atteint sans doute d'un début de schizophrénie paranoïaque, Bramblett imagina que les Hodges cherchaient à le faire accuser de pédophilie en se servant de leur fille comme appât. Dans le passé, Bramblett avait déjà eu maille à partir avec la police. Accusé d'une agression sur une fillette, quelques années plus tôt, il avait été arrêté et relâché, faute de preuves. Quand, plus tard, 2 jeunes filles de sa connaissance disparurent, il fut à nouveau soupçonné, mais sans qu'aucune preuve de sa culpabilité n'ait pu être apportée. Malheureusement, la folie fit le reste. Se croyant démasqué, Bramblett préféra massacrer la famille avant que ses instincts pervers ne soient révélés au grand jour. C'est sur cette conclusion tragique que prend fin cette émission. Je vous remercie de nous être fidèles et je vous donne rendez-vous sur cette antenne pour un autre épisode des Enquêtes Impossibles. La Terre ne ment jamais. Elle absorbe, elle cache, elle étouffe, mais elle finit toujours par recracher ses péchés les plus sombres au moment où l'on s'y attend le moins. Regardez ce jardin. Un havre de paix au cœur du quartier de Montplaisir, à Lyon. Des murs de pierre dorée, des glycines qui grimpent le long des façades bourgeoises, le chant des oiseaux qui semble ignorer que sous le gazon parfaitement tondu, le temps s'est arrêté de la manière la plus violente qui soit. Nous sommes un mardi matin, le soleil de 2026 commence à peine à chauffer les pavés de l'avenue des Frères Lumière.
Les ouvriers d'un chantier de rénovation s'activent. Rien ne distingue cette journée d'une autre, jusqu'à ce que le godet de la pelleteuse ne heurte quelque chose de dur, un bruit sec, une résistance anormale à 1,50 m de profondeur. Le conducteur s'arrête, agacé par ce qu'il croit être une vieille canalisation ou une racine de chêne centenaire. Il descend dans la fosse, la sueur au front, écarte la terre noire et grasse avec la pointe de sa pelle, puis avec ses mains. Ce qu'il dégage n'est pas du métal, ni du bois. C'est la blancheur d'ivoire d'une phalange humaine. Un frisson parcourt son échine. Il creuse encore un peu, le cœur battant à tout rompre, et c'est alors que l'innommable surgit. Un crâne, les orbites vides fixant le ciel de Lyon comme un reproche vieux de plusieurs décennies. Le cri de l'ouvrier déchire le silence du quartier. En quelques minutes, l'insouciance de la vie citadine s'évapore. Les sirènes hurlent, les rubans jaunes de la police scientifique quadrillent l'espace, et le quartier Montplaisir devient l'épicentre d'un séisme médiatique. Ce n'est pas juste un corps. C'est une capsule temporelle macabre. Les experts s'agenouillent dans la boue, maniant le pinceau avec une précision d'archéologue, exhumant centimètre par centimètre ce que la ville avait oublié. Le corps n'a pas été jeté là par hasard. Il est enveloppé dans une bâche en polyéthylène épais, un plastique industriel qui a résisté à l'érosion du temps, ficelé avec une rigueur maniaque par des cordes de nylon imputrescibles. C'est une mise en bière clandestine, une sépulture de l'ombre conçue pour durer l'éternité. À mesure que les restes sont dégagés, les murmures des enquêteurs se font plus pressants. Ils ne cherchent plus une identité au hasard, ils cherchent la clé d'une énigme qui a hanté les archives de la police judiciaire pendant près de 40 ans. Le squelette porte encore les stigmates d'une vie brisée. Quelques fragments de tissu, une montre dont le mécanisme s'est figé à l'instant précis de l'horreur, et surtout, ce sentiment oppressant que chaque particule de poussière ici présente est un témoin silencieux d'une tragédie sans nom. Lyon, la ville des brumes et des secrets, vient de voir l'un de ses plus vieux mystères refaire surface. On parle déjà dans les rédactions de « cold case », de « révélation d'outre-tombe », mais la réalité est bien plus glaçante. Ce jardin n'était pas seulement un lieu de repos, c'était une prison de terre pour une vérité que quelqu'un pensait avoir enterrée pour toujours. L'analyse préliminaire est formelle. Les ossements sont ceux d'une femme jeune, dont la structure osseuse raconte une histoire de violence et d'effacement. Le choc est total. La rumeur court, se propage dans les traboules du Vieux-Lyon jusqu'aux pentes de la Croix-Rousse. Un nom commence à circuler, un nom qui fait trembler les anciennes familles lyonnaises, un nom qui n'avait pas été prononcé à voix haute depuis cet automne maudit de 1988. À l'époque, Lyon était une ville différente, plus sombre, plus fermée, où les disparitions étaient souvent traitées avec une discrétion étouffante. Mais aujourd'hui, le sol a parlé. Et ce qu'il a à dire va pulvériser les apparences de respectabilité de toute une lignée. Le squelette du jardin n'est pas qu'un tas d'os. C'est le premier acte d'une pièce de théâtre sanglante qui nous ramène dans les méandres d'une année où la pluie ne s'arrêtait jamais de tomber. Les badauds s'agglutinent derrière les barrières, les caméras de télévision braquent leurs objectifs sur cette fosse béante qui ressemble à une bouche prête à hurler. Les voisins se regardent avec méfiance, se demandant qui, parmi les anciens occupants de cette demeure, a pu vivre pendant des années avec un tel secret sous ses fenêtres, prenant son café chaque matin au-dessus d'un cadavre. L'odeur de la terre humide se mêle à celle de la peur. L'enquête qui s'ouvre ne ressemble à aucune autre. Elle ne va pas seulement chercher un meurtrier, elle va exhumer l'âme d'une ville qui s'est crue protégée par le temps. Le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé. Il est là, sous nos pieds, attendant que la première pelle ne vienne briser le sceau du silence. Chaque fragment d'os collecté est une lettre d'un alphabet oublié qu'il va falloir réapprendre pour comprendre comment, en 1988, une jeune femme pleine d'avenir a pu finir ses jours dans l'obscurité totale de cette fosse, oubliée du monde mais pas de son bourreau. L'ambiance est électrique, le suspense est à son comble, car tout le monde presque ce que l'on vient de découvrir n'est que le sommet de l'iceberg, le prélude à une descente aux enfers dans les secrets les plus inavouables de la bourgeoisie lyonnaise. Les projecteurs s'allument, le rideau se lève sur une scène de crime vieille de 38 ans, et l'ombre d'Isabelle de Mornay commence à se dessiner dans les reflets des gyrophares, réclamant enfin une justice que le destin lui avait refusée. C'est un cri qui vient de loin, une vibration qui remonte des entrailles de la terre pour secouer les vivants. Lyon retient son souffle. Le secret d'outre-tombe est désormais entre les mains des hommes, et rien, absolument rien, ne pourra plus empêcher la vérité de jaillir, aussi noire et froide que l'eau du Rhône en plein mois de novembre. La traque commence maintenant, une traque contre le temps, contre l'oubli, et contre ceux qui pensaient que le silence était éternel. Novembre 1988. Lyon n'est pas encore cette métropole lumineuse que l'on connaît aujourd'hui. C'est une ville de pierres sombres, de brouillards épais qui montent du Rhône et de la Saône pour s'agripper aux murs des vieux immeubles. C'est un mois de plomb, une saison où le ciel semble peser sur les épaules des passants, et cette nuit du 14 novembre 1988 ne fait pas exception. La pluie tombe, fine, glacée,
Une pluie qui pénètre les vêtements et brouille la vue des automobilistes. Isabelle de Mornay ferme la porte de son laboratoire de l'Institut de recherche biologique à 18h30 précise. Elle a 26 ans, elle est le visage de l'excellence lyonnaise, une silhouette élégante dans un trench coat beige qui tranche avec la grisaille ambiante. Un foulard de soie Hermès noué au cou, un cartable en cuir sous le bras, elle descend les marches d'un pas pressé. Elle a un rendez-vous, un dîner dans un restaurant huppé de la place Bellecour avec ses parents et quelques notables de la ville. Mais Isabelle n'arrivera jamais. Elle s'évapore dans les ténèbres de l'avenue des Frères Lumière, comme si la terre s'était entr'ouverte pour l'avaler. Son dossier sous le bras, contenant les notes de ses recherches les plus secrètes, disparaît avec elle. Le lendemain matin, l'alerte est donnée. Une femme de sa condition ne disparaît pas sans laisser de traces, pas une Mornay. La police de l'époque, encore imprégnée des méthodes d'un autre âge, traite d'abord l'affaire avec une prudence qui ressemble à de l'inertie. On parle d'une fugue, d'un coup de tête, peut-être d'une amourette cachée qui aurait poussé la jeune femme à tout plaquer. Mais les enquêteurs ne voient pas ce que les proches sentent, l'odeur du sang et de la peur. On fouille les berges du fleuve, on interroge les serveurs des cafés, on scrute les listes de passagers des trains pour Paris, mais le vide est absolu. Isabelle est devenue une ombre, une photo en noir et blanc qui s'affiche sur les murs de la ville et sur les colonnes des journaux locaux avec ce titre qui fait froid dans le dos, l'énigme de la disparue de Montplaisir. L'enquête de 1988 est un labyrinthe sans issue. Le commissaire en charge, un homme usé par les faits divers sordides, se heurte à un mur de silence. La famille Mornay, puissante, influente, exige des résultats mais refuse que l'on fouille trop profondément dans les secrets de l'Institut. On découvre qu'Isabelle était brillante, peut-être trop. Elle travaillait sur des toxines, des poisons environnementaux, des substances capables de transformer une fortune industrielle en un scandale sanitaire sans précédent. Était-ce cela le motif? La science était-elle devenue son propre bourreau? Les rumeurs bruissent dans les salons feutrés de la ville. On évoque des amants éconduits, des collègues jaloux, mais aucune piste ne tient. L'enquête s'étire, les mois deviennent des années, et la poussière retombe sur le dossier numéro 402-88e. La chambre d'Isabelle reste intacte, figée dans le temps, avec ses livres de biologie et son parfum qui s'évapore lentement. La ville, elle, continue de tourner. Les immeubles poussent, les visages changent, et le souvenir de la jeune femme au trench coat beige commence à s'effacer des mémoires, ne laissant derrière lui qu'une trace indélébile dans le cœur d'une mère qui ne cessera jamais de fixer la porte. Puis, le saut dans le temps. 2026. Le choc des époques. Le squelette exhumé sous le gazon de la villa ne laisse plus de place au doute. Les techniques de pointe de la police scientifique d'aujourd'hui, le séquençage ADN ultra rapide, le scan laser des ossements, tout converge vers un seul nom. Le verdict tombe comme un coup près, c'est elle. Isabelle de Mornay n'a jamais quitté le quartier. Elle n'a pas fui, elle n'a pas refait sa vie sous le soleil de l'Amérique latine. Elle était là, à quelques mètres du laboratoire, enterrée dans le jardin d'une maison qu'elle connaissait bien. Les restes de son trench coat, encore accroché à ses côtes, racontent l'horreur de sa fin. Le foulard de soie, celui qu'elle portait ce soir-là, est retrouvé noué serré autour de ses vertèbres cervicales. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une chute. C'était une exécution méthodique, un acte de haine pure ou de nécessité absolue. La bague en or, sertie d'un saphir, qui brillait à son doigt le soir de sa disparition, est retrouvée enfouie dans la terre meuble, juste à côté de son crâne brisé. La violence du coup porté à l'arrière de la tête suggère une agression soudaine, par surprise, dans le silence d'un lieu que la victime pensait sûr. Le quartier de Montplaisir se réveille avec la gueule de bois. Les voisins de 2026, qui n'étaient pas nés en 1988, découvrent l'histoire avec une fascination morbide. Qui possédait cette maison à l'époque? Qui pouvait creuser une fosse d'1,50 m sans attirer l'attention? Le nom du docteur Vautier revient comme un écho sinistre. Un homme de science, un ami de la famille Mornay, un notable décoré de la Légion d'honneur, aujourd'hui décédé. La maison était son sanctuaire. Il y recevait la haute société, il y soignait les maux du corps, mais cachait-il ceux de l'âme? La police scientifique passe la demeure au peigne fin, utilisant des révélateurs chimiques pour débusquer des traces de sang vieilles de 40 ans. Et il trouve, sous les couches de papier peint, dans l'ancien bureau du docteur, des projections de liquide biologique, invisibles à l'œil nu, mais révélées par la technologie moderne, dessinent la scène d'un crime oublié. Isabelle n'est pas morte dans la rue, elle est morte ici, entre ces quatre murs, dans le silence feutré d'une bibliothèque remplie de traités de médecine. L'enquête qui redémarre est une course contre les fantômes. Les témoins sont vieux ou morts, les souvenirs sont flous, mais les preuves matérielles, elles, sont d'une précision chirurgicale.
Chaque fragment de terre prélevé sous les ongles du squelette contient des microtraces de produits chimiques qui n'étaient utilisés que dans une seule usine de la région en 1988. Le puzzle commence à s'assembler, et l'image qu'il révèle est celle d'une machination diabolique. Le secret d'outre-tombe n'est pas seulement celui d'une mort injuste, c'est celui d'une vérité étouffée par le pouvoir et le prestige. Isabelle de Mornay ne s'est pas contentée de mourir. Elle a été sacrifiée sur l'autel d'une ambition dévorante. Et maintenant, son squelette, libéré de sa prison de terre, exige que les vivants rendent des comptes. La traque ne fait que commencer, et elle va mener les enquêteurs bien au-delà des limites du jardin, jusque dans les recoins les plus sombres de l'histoire lyonnaise, là où le sang se mêle à l'encre des testaments et au silence des notables. Pourquoi ici? C'est la question qui martèle l'esprit des profileurs, une interrogation qui résonne contre les parois froides de la morgue où reposent désormais les fragments d'Isabelle. Pourquoi avoir choisi ce jardin, cette parcelle de terre si proche, si intime, pour en faire le tombeau d'une vie fauchée? On ne parle plus ici d'un simple dépôt sauvage effectué dans la panique d'une nuit sans lune. Non, les experts de la brigade criminelle et les archéologues judiciaires sont formels. Ce jardin était un sanctuaire. Une crypte à ciel ouvert. Le corps n'a pas été jeté, il a été déposé, presque mis en scène, dans une fosse creusée avec une précision que l'on ne retrouve que chez ceux qui maîtrisent l'art de la terre ou celui de l'anatomie. La profondeur, la verticalité des parois, le choix de l'emplacement à l'abri des regards indiscrets, mais sous la fenêtre même du bureau du maître de maison. Tout indique une volonté de garder la victime à portée de vue, à portée de souvenir. C'est un fétichisme macabre qui glace le sang des enquêteurs les plus endurcis. Le tueur n'a pas voulu se débarrasser d'Isabelle. Il a voulu la posséder pour l'éternité, l'incorporer aux fondations même de son existence sociale. Alors que les pelleteuses s'arrêtent, le travail chirurgical commence à l'intérieur de la bâtisse. La demeure du docteur Vautier, cette sentinelle de pierre qui a gardé le secret pendant près de 40 ans, doit maintenant livrer ses entrailles. On descend dans la cave. L'air y est saturé d'une humidité ancienne, une odeur de salpêtre et de vin bouchonné qui semble dater d'un autre siècle. Les techniciens utilisent un radar de sol portatif, un appareil capable de voir à travers le béton et la pierre, de détecter les anomalies de densité qui trahissent les cavités cachées. Et soudain, l'écran s'affole. Derrière un mur de soutènement, juste derrière l'étagère où s'alignent des bouteilles de vieux Bourgogne poussiéreuses, le radar dessine une forme géométrique suspecte. On casse. On démolit le crépi qui sonne creux. Et là, dans une niche maçonnée avec un soin diabolique, le secret d'outre-tombe prend une dimension encore plus terrifiante. Ce n'est pas un second corps, mais quelque chose de presque plus intime. Au fond de la cavité, posé sur un socle de velours noir mangé par les mythes, repose un carnet de notes. Un petit calepin à couverture de cuir, dont les pages sont soudées entre elles par l'humidité des décennies, mais dont le contenu promet d'être le testament d'un monstre. À côté du carnet, une boîte d'instruments chirurgicaux en argent, parfaitement entretenue, et surtout, ce saphir. Une bague identique à celle qu'Isabelle de Mornay portait sur ses portraits de famille, mais celle-ci est maculée d'une tache sombre, une trace de sang séché que le temps a transformée en une croûte indélébile. Le tueur a gardé des trophées. Il ne s'est pas contenté de l'enterrer. Il a collectionné les preuves de sa disparition, les reliques de sa victime, créant au sein même de sa maison un hôtel dédié à son crime. Le docteur Vautier n'était pas seulement un assassin de circonstance, c'était un collectionneur d'âmes. Imaginez cet homme, ce notable respecté, ce pilier de la société lyonnaise, rentrant de ses consultations à l'hôpital, saluant ses voisins d'un signe de tête courtois, pour ensuite descendre dans cette cave. Imaginez-le caressant la couverture de ce carnet, contemplant le saphir à la lueur d'une ampoule nue, sachant qu'à quelques mètres de là, sous le gazon où jouaient parfois ses petits-enfants, la propriétaire de ces objets se décomposait lentement. C'est une perversion qui dépasse l'entendement, une cohabitation avec la mort qui suggère une psychopathie d'une froideur absolue. Vautier marchait littéralement sur sa victime chaque matin pour aller chercher son journal. Il cultivait ses roses sur le terreau de son crime. Chaque pétale qui s'épanouissait dans ce jardin tirait sa substance de la trahison d'une jeune femme qui lui avait fait confiance. Le carnet commence à parler sous les rayons UV des laboratoires de la PJ. Ce ne sont pas des confessions, ce sont des formules. Des équations chimiques entremêlées de poésie macabre et de relevés météo. Le 14 novembre 1988, une seule ligne, écrite d'une main ferme, sans une rature, la réaction est complète. Le silence est scellé sous la pluie. Ce n'était pas une dispute qui a mal tourné. C'était une expérience. Une élimination planifiée comme un protocole de laboratoire. Isabelle de Mornay n'était pas seulement une collègue ou une gêne, elle était le sujet final d'une obsession que Vautier consignait avec la rigueur d'un savant fou. Le secret d'outre-tombe ne concerne pas seulement la mort d'Isabelle, il révèle la naissance d'un prédateur qui a utilisé la science comme une arme et son jardin comme un linceul.
Plus on creuse dans l'histoire de cette maison, plus l'oppression grandit. Les enquêteurs découvrent que Vauthier avait fait installer un système de drainage ultramoderne dès l'hiver 1989, officiellement pour assainir sa cave, officieusement pour s'assurer que les fluides de la décomposition ne remontent jamais à la surface, pour que l'odeur de la mort ne vienne jamais trahir son sanctuaire. Tout était calculé. Chaque brique, chaque pelletée de terre, chaque bouteille de vin disposée devant la niche secrète servait à murer la vérité. Mais le destin a une patience que les criminels n'ont pas. La terre a fini par se tasser, les fondations ont bougé, et le secret, trop lourd pour rester caché, a fini par fissurer l'armure de respectabilité de la famille Vauthier. Le docteur est mort il y a 10 ans, mais son ombre n'a jamais quitté les lieux. Elle imprègne chaque pierre, chaque recoin de ce jardin qui refuse désormais de se taire. La confrontation entre la science du passé et la technologie du futur vient de commencer, et les trophées de la cave sont les pièces maîtresses d'un puzzle qui va bientôt révéler l'indicible. La réouverture d'un dossier oublié n'est jamais un acte anodin. C'est une profanation nécessaire, un voyage dans les limbes de l'échec judiciaire. Dans les sous-sols du commissariat central de Lyon, là où l'air est lourd de l'odeur du papier qui se meurt et de l'encre qui s'efface, les enquêteurs de la cellule Cold Case s'attaquent à la montagne de poussière qui recouvre l'année 1988. Sortir les cartons du dossier Mornay, c'est comme ouvrir une plaie que l'on pensait cicatriser, mais qui n'a fait que suppurer dans l'ombre des décennies. Les photographies d'époque, ces tirages argentiques aux couleurs délavées, montrent une ville de Lyon sous un jour sinistre. Des rues pavées luisantes de pluie, des visages de policiers aux moustaches épaisses et aux regards fatigués, et cette absence, toujours cette absence dévorante d'Isabelle. En 1988, l'enquête avait été dirigée par le commissaire divisionnaire Lagrange, un homme de réseau, un habitué des déjeuners dans les bouchons lyonnais où se décidaient les carrières et se scellaient les silences. En relisant ces rapports, les enquêteurs de 2026 ressentent un malaise croissant. Le ton est méprisant, presque désinvolte. Lagrange parlait d'une jeune femme exaltée, d'une instabilité émotionnelle probable, suggérant sans le dire que la fuite était la seule explication logique. Chaque ligne transpire l'omerta de la bourgeoisie. Comment un homme comme le docteur Vauthier, dont le nom figurait sur toutes les listes d'invités prestigieux, aurait-il pu être inquiété? À l'époque, son alibi avait été vérifié en moins de 2 heures. Il était censé être à une conférence médicale, et personne n'avait osé remettre en question la parole de ses confrères qui juraient l'avoir vu. Aujourd'hui, on comprend que la solidarité de caste a servi de linceul à la vérité. Mais les archives du sang ne mentent pas. Les nouveaux légistes, équipés de microscopes électroniques et de scanners à balayage, reprennent l'analyse des restes d'Isabelle avec une ferveur quasi religieuse. Ce que Lagrange avait balayé d'un revers de main devient une preuve accablante. La fracture à la base du crâne n'est pas le résultat d'une chute accidentelle sur les dalles de la cave. L'angle de l'impact, la dispersion des micro-fissures sur l'os occipital, tout indique une trajectoire descendante. Un coup porté avec une violence inouïe par un objet lourd, plat, peut-être une de ces presses à papier en bronze qui ornaient le bureau du docteur. Il n'y a eu aucun signe de lutte défensive sur les avant-bras. Isabelle n'a pas vu la mort venir. Elle a été frappée dans le dos, dans la trahison la plus totale, au milieu d'une conversation que l'on imagine cordiale. On voit presque la scène. Le bureau tamisé, le crépitement de la pluie contre les carreaux, le docteur se levant pour servir un verre ou chercher un document, et ce geste brusque, définitif, qui fige le destin. L'analyse des sédiments retrouvés dans la cage thoracique du squelette apporte une autre révélation, plus troublante encore. On y trouve des traces de phosphore et de nitrate en concentrations anormales. En 1988, ces composés étaient la signature d'une usine chimique située au sud de Lyon, dans la tristement célèbre Vallée de la Chimie. Une usine dont le conseil d'administration comptait parmi ses membres les plus influents le propre père d'Isabelle et le docteur Vauthier. Le dossier de recherche qu'Isabelle portait sous le bras le soir de sa disparition concernait précisément l'impact de ces rejets toxiques sur la santé des riverains. Elle avait découvert que l'usine empoisonnait sciemment les nappes phréatiques pour économiser sur les coûts de traitement des déchets. Elle n'était pas seulement une disparue, elle était une lanceuse d'alerte avant l'heure, une menace directe pour un empire industriel pesant des milliards de francs. Les archives révèlent aussi les silences du voisinage. Dans les marges d'un interrogatoire bâclé de 1989, un inspecteur stagiaire avait noté le témoignage d'une femme de ménage qui affirmait avoir vu une voiture sombre, une Mercedes de luxe, garée de manière inhabituelle près de la porte de service du jardin de Vauthier, vers 3 heures du matin. Lagrange avait rayé cette mention d'un trait de stylo rouge, ajoutant la mention « sans intérêt, témoin peu fiable ». Aujourd'hui, cette note est une déflagration. La Mercedes appartenait à la flotte de l'usine. Le crime n'était pas l'œuvre d'un homme seul, mais d'un système. Le corps d'Isabelle n'a pas été transporté dans la panique, il a été géré comme un déchet industriel de plus, avec la logistique et la froideur d'une entreprise.
Le lien entre la science de Vauthier et le sang de la victime devient une évidence aveuglante. On ressort les vieux journaux de 1988. Les gros titres de l'époque parlent de la croissance éclatante de la région, des succès de l'industrie chimique lyonnaise, tandis qu'en bas de page, une petite annonce mentionne la disparition d'une jeune chercheuse. Le contraste est saisissant, presque insupportable. Les enquêteurs de 2026 réalisent que l'enquête originale n'était pas seulement inefficace, elle était sabotée. Les archives du sang montrent les traces de ce sabotage. Des pièces à conviction égarées, des scellés brisés, des témoignages cruciaux qui n'ont jamais été suivis. Le secret d'outre-tombe était protégé par une armure de papier administratif, par des dossiers classés verticalement dans l'oubli. Mais le temps a fait son œuvre. Le papier a jauni, mais la science a progressé. Les restes de vêtements d'Isabelle, analysés avec des techniques de spectrométrie de masse, révèlent des traces de solvants de nettoyage à sec qui n'étaient disponibles que dans les milieux hospitaliers de l'époque. Vauthier a tenté de nettoyer le corps, de gommer son identité biologique avant de l'enfouir. Il a utilisé ses connaissances médicales pour tenter de ralentir la putréfaction, espérant que le corps ne serait jamais qu'une masse informe si d'aventure on le découvrait. C'est cette arrogance, cette certitude de supériorité intellectuelle qui l'a trahi. Il pensait avoir tout prévu, mais il ne pouvait pas prévoir que 40 ans plus tard, un simple morceau de terre collerait encore à une vertèbre, portant en lui l'ADN de son crime. L'atmosphère au commissariat est électrique. On sent que le dénouement approche, mais chaque découverte soulève une nouvelle strate de noirceur. On n'est plus dans le simple fait divers, on est dans l'autopsie d'une société qui a préféré enterrer une femme plutôt que de risquer ses profits. Le carnet retrouvé dans la cave commence à être décrypté par les graphologues. Sous les formules chimiques, on devine une obsession grandissante. Vauthier ne surveillait pas seulement Isabelle, il la traquait. Il notait ses heures d'arrivée, ses contacts, ses découvertes. Il y a des pages entières consacrées à la nécessité de l'épuration, un langage qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Le notable respecté était un idéologue de la sélection, un homme qui croyait avoir le droit de vie et de mort sur ceux qui entravaient sa marche vers le progrès. Alors que les enquêteurs relient les derniers points entre les archives poussiéreuses et les preuves high-tech, une certitude s'impose. Le jardin de Montplaisir n'était que le dernier acte d'une tragédie commencée bien plus tôt. La traque se déplace maintenant vers ceux qui sont encore vivants, vers ceux qui ont profité du silence de Vauthier. Le spectre d'Isabelle ne se contente plus de hanter le jardin. Il envahit les bureaux de direction, les couloirs du palais de justice, les chambres des derniers survivants de cette époque de plomb. Le secret d'outre-tombe est une onde de choc qui ne s'arrêtera que lorsque le dernier complice aura été débusqué dans les replis de l'histoire. Lyon, la ville des secrets, s'apprête à vivre son plus grand séisme, car les archives du sang sont prêtes à livrer leur verdict final. Le silence n'est pas l'absence de bruit. C'est le poids d'un secret que l'on porte jusqu'à ce qu'il devienne insupportable, jusqu'à ce que les os qui craquent sous la terre ne résonnent plus seulement dans les cauchemars, mais dans la réalité brutale d'un écran de télévision. Dans une petite chambre médicalisée d'un EHPAD des hauteurs de Lyon, une femme de 80 ans regarde les informations. Les images du jardin de l'avenue des Frères Lumière défilent. Elle voit les combinaisons blanches, les rubans jaunes, le trou béant dans ce qui fut autrefois la pelouse impeccable du docteur Vauthier. Ses mains tremblent. Ce ne sont pas les tremblements de l'âge, c'est le séisme d'une conscience qui se fissure après 38 ans de mutisme. Madame Louise, c'est ainsi qu'on l'appelle, était la voisine immédiate en 1988. Sa fenêtre donnait directement sur l'arrière de la propriété Vauthier. Elle a vu, elle a su, et pendant 4 décennies, elle s'est tue, emmurée dans une terreur que seule la vue des ossements d'Isabelle a fini par briser. Elle appelle la police. Son témoignage, recueilli dans le souffle court d'une fin de vie, va agir comme un détonateur, projetant l'enquête dans une dimension que personne n'avait osé imaginer. Elle raconte cette nuit de novembre, une nuit où la pluie battait les vitres avec une rage particulière, une nuit où le ciel de Lyon semblait s'effondrer sur la ville. Elle se souvient de l'éclat craché par le néon du garage de Vauthier, une lumière crue, électrique, qui découpait les gouttes d'eau comme des lames de rasoir. Il était 3 heures du matin. Le quartier dormait, ou feignait de dormir. Mais Louise, insomniaque chronique, observait. Elle a vu la silhouette massive du docteur sortir de la maison, mais il n'était pas seul. C'est ici que le récit bascule dans l'horreur absolue. Une seconde silhouette, plus frêle, plus nerveuse, l'accompagnait. Un complice. Un témoin de l'ombre qui aidait le notable à traîner un sac volumineux, une masse inerte enveloppée dans ce plastique noir qui brillait sous la pluie. Le bruit, surtout, est resté gravé dans sa mémoire. Le choc sourd de la pelle frappant la terre argileuse, un rythme régulier, obsédant, une percussion macabre qui a duré des heures. Elle décrit le docteur, debout, dirigeant les opérations comme s'il supervisait une intervention chirurgicale, tandis que l'autre silhouette s'échinait à creuser, à évacuer la boue,
a préparé le lit d'éternité d'Isabelle. Louise n'a pas appelé la police en 1988. Pourquoi? La réponse est un aveu de la puissance des castes de l'époque. Qui aurait cru une femme seule face au bon docteur, l'homme qui soignait les enfants du préfet, l'homme dont le nom était synonyme de vertu? La peur sociale est un linceul aussi efficace que la terre. Mais aujourd'hui, Louise parle. Elle décrit cette seconde silhouette avec une précision terrifiante. Ce n'était pas un homme de main, ce n'était pas un truand des bas-fonds lyonnais. C'était quelqu'un qui se déplaçait avec une familiarité étrange dans cette propriété, quelqu'un qui semblait obéir au doigt et à l'œil au docteur, mais avec une dévotion qui frisait la folie. Les enquêteurs de la brigade criminelle écoutent, fascinés par cette voix qui remonte le temps. Le secret d'outre-tombe n'était pas gardé par un seul homme, mais par un pacte de sang, une alliance scellée dans la boue et le silence. Le jardin n'était pas un cimetière solitaire. C'était le théâtre d'une collaboration criminelle. Qui était cet adjoint du diable? Les archives familiales des Vautier sont passées au scanner. Le docteur avait un fils, Marc, étudiant brillant, dévoué à son père, mais décrit par certains comme une ombre effacée, un prolongement de la volonté paternelle. En 1988, Marc avait 22 ans. Il habitait la dépendance au fond du jardin. Le lien se tisse. L'ombre de la cave commence à prendre un nom, un visage, une existence légale. La pression monte d'un cran. Les inspecteurs réalisent que le meurtrier est peut-être encore parmi eux, dissimulé sous les traits d'un sexagénaire respecté, un héritier qui a construit sa vie sur le cadavre d'Isabelle. Le témoignage de Louise agit comme un projecteur braqué sur les zones d'ombre de l'alibi de Marc Vautier. À l'époque, personne ne l'avait interrogé sérieusement. Il était le fils du notable, un jeune homme au-dessus de tout soupçon. Mais Louise se rappelle un détail, un flash visuel qui hantait ses nuits. Le lendemain matin, elle avait vu Marc nettoyer le garage au jet d'eau, avec une insistance maniaque, frottant le béton jusqu'à ce qu'il soit immaculé, alors même que la pluie continuait de tomber. Il lavait le sang. Il lavait la preuve. Il lavait le souvenir. Le secret d'outre-tombe n'est plus une énigme métaphysique, c'est une traque technologique. On cherche désormais des traces de cet auxiliaire de crime dans les fichiers de 2026. L'onde de choc dans la communauté est immense. Apprendre que le crime a été commis à deux, que le silence a été partagé, entretenu, nourri pendant 38 ans, transforme l'affaire en une tragédie grecque. Le quartier de Montplaisir se fige. On regarde les descendants des grandes familles avec une suspicion nouvelle. Le « témoin de l'ombre » est devenu la priorité absolue. Louise, dans un dernier souffle avant de s'éteindre quelques jours après sa déposition, lâche une phrase qui va orienter les recherches vers un nouveau sommet d'horreur. Ils ne se parlaient pas, ils communiquaient par les gestes, comme s'ils faisaient cela depuis toujours. Cette complicité dans le mal suggère que le meurtre d'Isabelle n'était peut-être pas leur premier coup d'essai. Le jardin de l'avenue des Frères Lumière pourrait bien être que la partie émergée d'un charnier plus vaste, d'une habitude de l'effacement. Les experts en analyse comportementale dissèquent chaque mot de la vieille dame. Ils voient se dessiner la figure du suiveur, celui qui n'initie pas le crime mais qui l'exécute avec une rigueur technique, celui qui mure, qui enterre, qui fait disparaître. Le complice est souvent le plus dangereux, car il est celui qui assure la pérennité du secret. Tant qu'il est en vie, la vérité est en sursis. Les gyrophares ne quittent plus les abords de l'ancienne propriété Vautier. On fouille désormais sous la dépendance, on sonde les murs, on cherche la signature de ce second homme. Le secret d'outre-tombe est en train de muter. Ce n'est plus seulement l'histoire d'une femme disparue, c'est l'histoire d'une dynastie de l'ombre, d'une éducation au crime où le fils a appris du père comment disposer d'un corps comme on dispose d'un secret de famille encombrant. Le choc est total, la tension est à son comble. La traque du dernier survivant du pacte de 1988 vient de franchir le point de non-retour. La ville de Lyon attend, suspendue aux lèvres d'une police qui sait désormais qu'elle ne cherche plus un fantôme, mais un homme de chair et d'os qui a passé 40 ans à marcher sur la tombe de celle qu'il a aidé à mettre en terre. L'enquête quitte désormais la boue du jardin pour s'inviter sous les dorures des plafonds hauts de la presqu'île. Nous entrons dans le ventre mou de la bête, là où le sang se négocie à l'abri des regards, derrière les rideaux de velours rouge des clubs privés. Lyon a toujours été la capitale de la soie, mais ce que les enquêteurs découvrent en tirant sur le fil de la vie d'Isabelle de Mornay, c'est une toile d'araignée tissée d'acier et de corruption. Isabelle n'était pas qu'une scientifique isolée, une chercheuse en blouse blanche enfermée dans son laboratoire. Elle était une fille une héritière. Son nom ouvrait les portes des banques et des conseils d'administration. Mais ce que la police ignorait en 1988, et qui saute aux yeux des analystes financiers de 2026, c'est qu'elle était devenue une traîtresse à sa propre classe. Le testament d'Isabelle, retrouvé dans les archives d'un notaire lyonnais aujourd'hui décédé, est une bombe à retardement qui vient d'exploser avec 38 ans de retard. Rédigé 3 semaines seulement avant sa disparition, d'une écriture fébrile,
presque haché, il déshéritait sa famille au profit d'une fondation écologique naissante, une structure radicale qui luttait déjà contre les géants de la chimie. C'était une déclaration de guerre. Dans le monde feutré de la bourgeoisie lyonnaise, on ne lave pas son linge sale en public, et surtout, on ne finance pas l'ennemi avec l'argent des ancêtres. Le mobile s'élargit de manière vertigineuse. On ne parle plus d'un crime passionnel, d'une jalousie amoureuse ou d'une dispute qui dérape. On parle d'une exécution commanditée par la raison d'État, ou plutôt, par la raison du capital. Le réseau de la soie, cette nébuleuse d'influence qui lie les politiques, les industriels et les magistrats de l'époque, se dessine en filigrane derrière le meurtre. Les enquêteurs de la brigade financière, appelés en renfort, exhumant les comptes de l'époque, découvrent des mouvements de fonds suspects. Quelques jours après la disparition d'Isabelle, alors que la police piétinait et que les journaux commençaient à passer à autre chose, une injection massive de capitaux a sauvé l'entreprise familiale des Mornay de la faillite. L'argent venait d'une holding basée au Luxembourg, une coquille vide dont les actionnaires étaient masqués par des prête-noms. Mais en croisant les fichiers déclassifiés des paradis fiscaux, un nom apparaît, celui d'une filiale du groupe pharmaceutique pour lequel le docteur Vautier travaillait comme consultant de luxe. Le lien est établi. L'argent a acheté le silence. L'argent a payé l'oubli. Mais la preuve la plus accablante ne vient pas des livres de comptes. Elle vient, encore une fois, du corps d'Isabelle. Les cheveux. Ces longs filaments de kératine qui ont survécu à la décomposition sont les boîtes noires de notre existence biologique. Les toxicologues de l'Institut médico-légal réalisent une analyse segmentaire, coupant les mèches millimètre par millimètre pour remonter le temps, mois après mois avant la mort. Les résultats sont terrifiants. Ils racontent une agonie lente, invisible, silencieuse. Les taux de cadmium et d'arsenic dans les cheveux d'Isabelle augmentent de façon exponentielle au cours des 6 derniers mois de sa vie. Elle n'a pas été tuée seulement le 14 novembre. On la tuait à petit feu depuis le printemps. Quelqu'un l'empoisonnait. Quelqu'un versait, jour après jour, la mort dans son café, dans son eau, dans sa nourriture. Elle se plaignait de fatigue, de nausées, de maux de tête que ses collègues attribuaient au surmenage. C'était une tentative d'élimination progressive, une manière de la faire taire par la maladie, de la discréditer physiquement et mentalement avant qu'elle ne puisse publier ses travaux. Le coup de pelle dans la cave n'a été que l'acte final, la solution d'urgence parce que le poison n'agissait pas assez vite ou parce qu'Isabelle avait compris. Le dossier de recherche volé, celui qu'elle serrait contre sa poitrine ce soir-là, devient le saint graal de l'enquête. On sait désormais ce qu'il contenait. Des relevés topographiques, des analyses d'eau souterraine prélevées clandestinement à la sortie des collecteurs de l'usine Chimix, fleuron de l'industrie locale appartenant au cercle d'amis des Vautier et des Mornay. Isabelle avait prouvé que l'usine déversait des tonnes de solvants cancérigènes directement dans la nappe phréatique qui alimentait les cultures maraîchères du sud de Lyon. Elle tenait entre ses mains le scandale du siècle, un Erin Brockovich, avant l'heure, capable de mettre à genoux l'économie régionale et d'envoyer en prison des hommes qui se croyaient intouchables. C'est pour cela qu'elle devait disparaître. Pas pour une histoire de cœur, mais pour des milliards de francs. Le squelette du jardin n'est pas un déchet, c'est une archive politique. Et c'est là que l'horreur devient intime. Qui avait accès à la nourriture d'Isabelle pour l'empoisonner pendant des mois? Qui pouvait l'approcher sans méfiance? Les regards se tournent vers sa propre famille. Son frère, Antoine de Mornay, décédé d'une crise cardiaque en 2005, apparaît soudain sous un jour nouveau. C'était l'homme des chiffres, le gestionnaire froid, celui qui répétait sans cesse que l'idéalisme d'Isabelle ruinerait la famille. Les archives de l'usine révèlent qu'Antoine a reçu, via des montages complexes, des honoraires de conseil exorbitants dans les années qui ont suivi la mort de sa sœur. A-t-il vendu sa propre sœur? A-t-il fermé les yeux sur son empoisonnement? Ou pire, y a-t-il participé? On imagine les déjeuners de famille du dimanche, l'ambiance lourde, Antoine observant Isabelle pâlir, s'affaiblir, tout en sachant que chaque bouchée la rapprochait de la tombe. C'est une trahison biblique, un fratricide motivé par la cupidité pure, dissimulé sous les nappes blanches de la haute société. Le réseau de la soie se resserre. On découvre que le docteur Vautier n'était pas seulement l'exécutant, il était le nettoyeur attitré de ce cercle. Un homme capable de faire disparaître les problèmes médicaux, les grossesses non désirées des filles de bonne famille, et finalement, les gêneuses trop curieuses. Sa cave était le terminus des secrets que l'élite lyonnaise ne voulait pas voir. La franc-maçonnerie locale est secouée par le scandale. Des loges entières sont auditées, des archives sont saisies. On se rend compte que l'impunité de Vautier était garantie par des frères qui occupaient des postes clés au tribunal, à la préfecture, dans les journaux. En 1988, un coup de fil suffisait pour arrêter une enquête. Un simple appel entre frères pour dire « Ne creusez pas par là, c'est un ami, c'est une affaire privée ».
C'est ce système de protection mutuelle qui a permis au corps de pourrir tranquillement sous les bégonias pendant 38 ans. L'opinion publique est sous le choc. Lyon, la ville prudente, la ville secrète, voit ses entrailles exposées à la lumière crue de la justice. Les manifestations se multiplient devant l'ancien siège de l'usine Chimix, aujourd'hui reconverti en loft de luxe. Les slogans fusent « Vautier a tué, le système a payé ». Le squelette d'Isabelle est devenu l'étendard d'une lutte contre l'oligarchie locale. Mais il reste une pièce manquante. Si Vautier a tué, si le frère a touché l'argent, si le réseau a couvert. Où est le dossier? Où sont les preuves physiques de la pollution? On soupçonne qu'elles n'ont pas été détruites. Vautier, dans sa manie de collectionneur, dans sa paranoïa d'homme de l'ombre, gardait tout. Il gardait des moyens de pression. Le carnet de la cave mentionne un coffre numéro 2, une assurance vie déposée en lieu sûr. La traque ne se limite plus aux hommes. Elle se lance à la recherche de ce dossier fantôme, ce paquet de feuilles jaunies qui pourrait encore, 40 ans plus tard, faire tomber des têtes qui sont aujourd'hui couronnées de cheveux blancs. Le spectre d'Isabelle de Mornay ne réclame pas seulement vengeance pour son corps meurtri, elle réclame la vérité pour sa cause. Et cette vérité est peut-être cachée quelque part, dans un autre mur, sous un autre plancher, attendant son heure. C'est à Genève, sur les rives paisibles du lac Léman, que la traque trouve son épicentre. Loin de la boue de Montplaisir, loin des effluves de la morgue lyonnaise, Marc Vautier mène une existence feutrée. À 60 ans, c'est un homme que l'on décrit comme un investisseur prudent, un philanthrope discret qui finance des galeries d'art et des start-up éco-responsables. Une ironie mordante quand on connaît désormais la source de sa fortune. Il vit dans une bulle de verre et d'acier, un appartement-terrasse avec vue sur le jet d'eau, persuadé que la frontière suisse est un rempart infranchissable contre les fantômes du passé. Il a construit sa vie sur l'oubli. Il a effacé le jeune homme de 22 ans qu'il était en 1988, cet étudiant en droit effacé qui vivait dans l'ombre écrasante de son père. Mais la justice a la mémoire longue et le bras encore plus long. Lorsque le mandat d'arrêt européen est émis par le parquet de Lyon, c'est une onde de choc diplomatique et judiciaire. On ne vient pas chercher un voleur de poules, on vient chercher un pilier de la haute société expatriée. La police suisse, en collaboration avec les enquêteurs français de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, met en place une surveillance discrète. On ne veut pas l'effrayer. On ne veut pas qu'il fuit vers une juridiction sans extradition. On l'observe. On le voit boire son café en terrasse, on le voit serrer des mains, sourire, vivre cette vie volée. C'est insupportable pour les policiers qui ont encore en tête les images du squelette recroquevillé dans la bâche plastique. Comment peut-on dormir? Comment peut-on aimer? Comment peut-on vieillir sereinement quand on a aidé à ensevelir une femme de son âge au fond d'un jardin? La réponse est dans le déni pathologique ou dans une absence totale d'empathie. Marc Vautier n'est pas un monstre grimaçant. C'est le visage banal du mal, celui qui se cache derrière un costume sur mesure et des manières exquises. Mais avant de lui passer les menottes, les enquêteurs ont besoin de blinder le dossier. Le témoignage de la voisine Louise est crucial, mais il est fragile. Il faut du matériel. Il faut du tangible. C'est alors que la Cold Case Squad sort sa carte maîtresse, le fruit d'un travail de fourmi réalisé dans les archives de la presse locale. Ils ont retrouvé une photographie. Un cliché en noir et blanc, pris lors d'un gala de charité au Casino Le Lion Vert, 3 jours exactement après la disparition d'Isabelle, le 17 novembre 1988. Sur la photo, on voit le docteur Vautier, impérial, tenant une coupe de champagne. À sa droite, légèrement en retrait, le jeune Marc. Il semble mal à l'aise, pâle. Mais ce n'est pas son expression qui intéresse les experts. C'est sa main droite. Grâce aux algorithmes de rehaussement d'image par intelligence artificielle, les techniciens de la police scientifique zooment sur ce détail qui avait échappé à tout le monde à l'époque. La main de Marc est bandée. Un pansement épais, maladroit, qui englobe le pouce et l'index. Les enquêteurs fouillent les dossiers médicaux de la famille Vautier, saisis lors des perquisitions. Aucune trace d'une visite aux urgences ou chez un généraliste cette semaine-là. Le soin a été fait à la maison. Pourquoi cacher une blessure? La réponse se trouve sur le squelette d'Isabelle. Lors de l'examen anthropologique, les légistes ont noté une microfracture sur l'incisive latérale supérieure de la victime. Une dent cassée, non pas par le coup reçu derrière la tête, mais par un choc frontal. Isabelle a mordu. Dans un ultime réflexe de survie, alors qu'on l'agressait ou qu'on tentait de l'étouffer, elle a planté ses dents dans la chair de son agresseur. La blessure de Marc sur la photo correspond parfaitement à cette hypothèse. Ce n'était pas une brûlure de cuisine, comme il avait prétendu à quelques amis à l'époque. C'était la marque de la victime, gravée dans sa chair. Isabelle de Mornay lui avait laissé une signature, une preuve biologique de sa lutte. Et puis,
il y a le bouton de manchette. Cet objet minuscule, ce petit éclat de métal terni, a été retrouvé lors du tamissage fin de la terre situé sous le bassin de la victime. Il avait glissé, sans doute arraché dans la violence de l'effort, pour aller se loger 10 cm plus bas, dans la glaise collante. Nettoyé, poli par les techniciens, il révèle 2 lettres entrelacées dans une typographie anglaise, MV. Marc Vauthier. Pas Pierre Vauthier, le père. Marc. Cela change tout. Cela place le fils non plus comme un simple complice qui aide à porter le corps, mais comme un acteur direct de la scène de crime, peut-être même comme celui qui était au contact physique avec Isabelle au moment de la mort. Était-ce celui qui l'a frappé? Ou bien le père et le fils étaient-ils ensemble dans ce bureau, unis dans une folie meurtrière? Le bouton de manchette est le clou qui scelle le cercueil de l'impunité. Il prouve sa présence physique dans la fosse, ou du moins, à proximité immédiate du corps avant l'enfouissement. Le matin de l'interpellation, le ciel de Genève est bas et gris. Il est 6 heures du matin. Pas de sirène hurlante, pas de bélier pour enfoncer la porte. Juste une sonnette qui retentit dans le silence feutré de l'immeuble de standing. Marc Vauthier ouvre la porte en peignoir, le visage bouffi de sommeil. Lorsqu'il voit les insignes de la police fédérale et le visage fermé du commandant de la PJ de Lyon, il comprend. Il ne dit pas un mot. Il ne demande pas pourquoi. Il s'affaisse légèrement, comme si l'air sortait de ses poumons pour la première fois en 38 ans. Il sait que le jeu est fini. Dans son regard, il n'y a pas de remords, juste l'effroi narcissique de celui qui voit son confort s'effondrer. On lui laisse le temps de s'habiller. Il choisit un costume gris, une chemise blanche, comme pour conserver une dernière once de dignité, une dernière armure sociale. Mais les menottes cliquent, froides et métalliques, brisant l'illusion. Le transfert vers la France se fait sous haute sécurité. Le convoi traverse la frontière à Bardonnex, et c'est un symbole puissant. Marc Vauthier quitte sa forteresse suisse pour revenir sur les lieux de son crime. Durant le trajet, il reste mutique, fixant le dossier du siège avant. Que pense-t-il? Revoit-il la pluie de 1988? Entend-il le bruit de l'appel? Ou calcule-t-il déjà sa défense, cherchant comment charger son père mort pour sauver sa propre peau? La nouvelle de son arrestation enflamme les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu. L'héritier maudit, le fossoyeur de mon plaisir, les titres sont assassins. La communauté lyonnaise est en ébullition. Les langues se délient. D'anciens camarades de classe de Marc appellent la police pour raconter des détails troublants, son arrogance, sa fascination pour l'anatomie, son obéissance aveugle à ce père tyrannique. Arrivé à l'hôtel de police de Lyon, Marc Vauthier est placé en garde à vue. Il est isolé. On lui retire ses lacets, sa ceinture, sa montre de luxe. Il n'est plus un investisseur genevois. Il est le suspect numéro 1 d'un assassinat prémédité. La salle d'interrogatoire est prête. Les murs sont nus, la lumière est artificielle. Sur la table, les enquêteurs ont disposé 3 objets, comme un alignement de planètes mortelles. La photo du gala agrandi, montrant sa main bandée, le bouton de manchette dans un sachet scellé, et une photo du crâne d'Isabelle. Ils l'attendent. La confrontation s'annonce psychologiquement brutale. Il ne s'agit plus de chercher la vérité dans la terre, mais de l'extraire de la mémoire d'un homme qui a passé sa vie à mentir. La stratégie des enquêteurs est claire, jouer sur la fracture entre le père et le fils. Le père est mort, il ne peut plus rien pour lui. Marc va devoir choisir, porter le chapeau pour 2, ou raconter l'enfer de cette nuit-là en espérant la clémence. La porte s'ouvre. Le grincement des chaises résonne. Le premier interrogatoire commence, et avec lui, la plongée finale dans la psyché d'un meurtrier. Le silence de Marc Vauthier est sur le point de se briser contre le mur des preuves. Il est 14h30 lorsque la porte lourde de la salle d'audition se referme avec un claquement métallique qui résonne comme une condamnation. L'air est vicié, saturé de cette odeur spécifique au commissariat, un mélange de tabac froid imprégné dans les murs depuis des décennies, de café brûlé et de sueur aigre, celle de la peur. Marc Vauthier est assis. Il a perdu de sa superbe. Sans sa cravate, sans ses lacets, privé de son téléphone et de son aura de riche expatrié, il semble avoir rétréci. Il triture ses mains de pianiste, ses mains d'investisseur, ses mains qui, nous le savons désormais, ont touché la mort. En face de lui, 2 enquêteurs. Pas de bons flics, mauvais flics, ici. Juste 2 professionnels froids, méthodiques, armés d'un dossier qui pèse le poids d'une vie humaine. Le silence s'étire. C'est une technique vieille comme le monde. Laisser le suspect mariner dans sa propre anxiété, le laisser écouter le battement affolé de son propre cœur. Le miroir sans teint renvoie à Marc l'image d'un homme traqué, cerné par ses propres mensonges. L'interrogatoire commence doucement. On lui demande de décliner son identité, de raconter sa vie en Suisse,
ses succès, sa routine. Marc se détend, il retrouve un semblant d'assurance, il pense pouvoir noyer le poisson, jouer la montre, invoquer la prescription ou l'amnésie sélective. Il adopte cette posture condescendante des gens de pouvoir habitués à ce qu'on ne les contredise jamais. Tout cela est une farce, dit-il d'une voix qui se veut ferme mais qui trahit un léger tremblement. Vous remuez de la boue vieille de 40 ans pour salir la mémoire de mon père. C'est sa ligne de défense, le père. La statue du commandeur. Le bouclier commode derrière lequel il s'est caché toute sa vie. Il affirme qu'il dormait cette nuit-là, qu'il n'a rien vu, rien entendu, que le jardin était le domaine réservé du docteur. Il ment avec l'aplomb des sociopathes, regardant les policiers droit dans les yeux, persuadé que sans aveu, il n'y a pas de coupable. C'est à ce moment précis que le commandant sort la première carte. Il ne dit rien. Il glisse simplement une photo sur la table en formica. Le cliché du gala de novembre 1988. Marc baisse les yeux. Il voit son visage juvénile, son smoking mal ajusté, et cette main droite enveloppée de gaze blanche. Il s'effige. Sa respiration se bloque. Une brûlure, aviez-vous dit à l'époque, monsieur Vautier? Lance l'enquêteur avec une douceur venimeuse. Curieux. Les médecins légistes ont une autre théorie. Ils appellent cela une lésion de défense par morsure. Isabelle vous a marqué, Marc. Elle a laissé son empreinte sur votre chair avant de mourir. Votre ADN est dans les fichiers, nous pouvons vérifier si vous avez gardé une cicatrice. Marc retire instinctivement sa main de la table, la cachant sous sa cuisse comme un écolier pris en faute. Le geste est un aveu en soi. La sueur commence à perler sur son front, au niveau de la racine des cheveux. Le vernis craque. Mais les enquêteurs n'en ont pas fini. Ils veulent l'écraser sous le poids de la réalité matérielle. Le second inspecteur sort un petit sachet plastique transparent, scellé avec une étiquette rouge. À l'intérieur, le bouton de manchette en argent, noirci par l'oxydation. Il le pose délicatement devant Marc, comme on poserait une pièce d'échec pour un échec émat. Le bruit léger du métal contre la table résonne comme un coup de tonnerre dans le silence de la pièce. Marc fixe l'objet. Il reconnaît les initiales gravées. MV. Il reconnaît ce bijou qu'il pensait avoir perdu, peut-être aspiré par un aspirateur ou tombé dans une grille d'égout. Il ne savait pas qu'il l'avait laissé là-bas, dans la fosse, collé contre la terre qui recouvrait le corps d'Isabelle. On l'a trouvé à 10 cm des côtes de la victime, Marc. Dans la zone d'inhumation. Comment expliquez-vous que votre bouton de manchette soit enterré avec elle si vous dormiez dans votre chambre? La question flotte dans l'air, sans réponse. La gorge de Marc Vautier se noue. Il essaie de déglutir, mais sa salive s'est tarie. Il comprend que la Suisse, l'argent, les relations, le temps écoulé, rien ne peut le sauver de ce petit morceau de métal. Alors, l'effondrement commence. Ce n'est pas une explosion, c'est une implosion. Ses épaules s'affaissent, son visage se décompose, passant du masque de l'indifférence à celui de la terreur pure. Il commence à pleurer. Pas des larmes de remords pour Isabelle, non, des larmes d'apitoiement sur lui-même, sur sa vie dorée qui vient de s'arrêter net. Et puis, les mots sortent. D'abord inaudibles, hachés, puis plus clairs. Il commence par la phrase typique des lâches, « Je n'avais pas le choix ». Il raconte la nuit. Il nous emmène dans le laboratoire du père, au rez-de-chaussée de la villa. La pluie battait les carreaux. Isabelle était venue pour confronter le docteur Vautier avec ses preuves. Elle criait. Elle menaçait de tout dévoiler à la presse le lendemain matin. Elle était hystérique, ose-t-il dire, tentant encore de salir la victime. Il raconte que son père a essayé de la calmer, de lui prendre le dossier des mains. « Je suis entré », murmure Marc. « J'ai entendu les cris. J'ai voulu aider papa. » C'est là que la scène bascule dans la violence physique. Isabelle, se sentant piégée entre deux hommes, a paniqué. Marc l'a saisie par le bras pour l'immobiliser. Elle s'est débattue avec l'énergie du désespoir. Elle l'a mordu, profondément, jusqu'au sang, à la main droite. Sous le choc de la douleur, Marc l'a repoussée violemment. Elle a titubé. Et c'est là, selon ses dires, que le père a agi. Il a pris la statue, le bronze sur le bureau. Et il a frappé. Juste une fois. Un bruit sec. Terrible. Marc ferme les yeux en racontant, comme s'il revoyait l'image au ralenti. Isabelle s'écroulant comme une poupée désarticulée, le sang s'élargissant sur le tapis perçant. Elle ne bougeait plus. « Je voulais appeler les secours, je le jure », clame-t-il, cherchant l'approbation des policiers qui restent de marbre. Mais mon père, il m'a interdit. Il a dit que c'était fini. Que si j'appelais, notre vie était finie. L'usine, la réputation,
l'argent, tout s'effondrerait. L'aveu se poursuit dans la description macabre de l'après-coup. La soumission totale du fils au père. Le nettoyage méticuleux. L'enveloppement du corps dans cette bâche industrielle qu'ils utilisaient pour couvrir les meubles de jardin en hiver. Et puis, cette procession funèbre sous la pluie battante de 3 heures du matin. Mark raconte le poids d'Isabelle, ce poids mort qui semblait peser 1 tonne. Il raconte la boue qui aspirait leurs chaussures, la peur d'être vu par un voisin, la lumière du garage qui projetait des ombres immenses dans le jardin. C'est lui qui a décidé de l'endroit, précise Mark, chargeant encore le mort. Il disait qu'il fallait la garder près de nous, pour être sûr. Il décrit le bruit de la pelle, ce rythme régulier que la voisine Louise avait entendu. Il raconte comment il a dû descendre dans le trou pour ajuster le corps. Et c'est sans doute à ce moment-là, dans l'effort et la panique, que le bouton de manchette a sauté. Une erreur minuscule. Une erreur fatale. Mais les enquêteurs ne sont pas dupes. Ils sentent que Mark en garde sous le pied. Il minimise son rôle. Il se peint en spectateur passif, en victime d'un père tyrannique. Or, la morsure prouve qu'il était au contact. La violence du rejet suggère qu'il n'était pas juste un témoin. Et surtout, il y a ce détail qui ne colle pas, le dossier. « Qu'avez-vous fait du dossier, Mark » demande-t-il brusquement. Il hésite. Son regard fuit vers la gauche. « Mon père l'a brûlé dans la cheminée » dit-il trop vite. C'est un mensonge. Les policiers le savent. Un homme comme le docteur Vautier, qui garde la bague de sa victime, qui conserve un carnet de notes détaillant son crime, ne brûle pas l'arme du chantage. Il la garde. Il la cache. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Mark sait où est le dossier. Il l'utilise peut-être encore aujourd'hui pour tenir d'autres personnes, d'autres héritiers du réseau de la soie. L'interrogatoire n'est pas fini. Mark a avoué l'enfouissement, il a avoué sa présence, mais il cache encore le cœur nucléaire de l'affaire, les documents qui prouvent l'empoisonnement de toute une région. La fatigue commence à tomber sur la salle comme une chape de plomb. Mark demande de l'eau. Il est brisé, mais il calcule encore. Il a livré le corps, il a livré le père, mais il protège le trésor de guerre. Les enquêteurs échangent un regard. Ils ont obtenu l'essentiel pour le mettre en examen pour complicité d'assassinat et recel de cadavres, mais ils savent que la partie d'échecs continue. Mark Vautier va passer sa première nuit en prison, loin des draps en soie de Genève. Dans sa cellule, il n'entendra plus le clapotis du lac Léman, mais le bruit fantôme de la terre qui retombe sur un visage de 26 ans. Le secret d'outre-tombe a été verbalisé, enregistré, tapé sur procès-verbal. Mais la vérité complète, celle qui lie l'industrie à la mort, reste encore suspendue aux lèvres d'un homme qui espère, peut-être, négocier une dernière fois son silence. La nuit tombe sur Lyon, et pour la première fois en 38 ans, Isabelle de Mornay n'est plus seule dans le noir. Son bourreau l'a rejointe. Le mensonge est une brèche dans la digue de la vérité, et celle que Mark Vautier vient d'ouvrir avec son histoire de dossier brûlé est trop large pour ne pas être vue. Les enquêteurs le savent, on ne brûle pas une assurance-vie. On ne jette pas au feu l'arme atomique qui vous protège depuis 40 ans. Le docteur Vautier était un calculateur, un homme qui gardait des phalanges et des bagues. Il est inconcevable qu'il ait détruit le seul document capable de tenir en respect les puissants industriels de la vallée de la chimie. Si Isabelle est morte pour ce dossier, alors ce dossier vaut de l'or. Et l'or, on le coffre. Tandis que Mark retourne dans sa cellule, l'enquête financière prend le relais, plongeant dans les abîmes comptables de la famille de Mornay. Ce que l'on découvre donne la nausée. On quitte le domaine du crime de sang pour entrer dans celui, plus froid et plus cynique, du crime de bureau. Les experts épluchent les relevés bancaires d'Antoine de Mornay, le frère aîné d'Isabelle, décédé en 2005. Antoine, celui-là même qui pleurait devant les caméras en 1988, celui qui tenait le bras de sa mère lors des fausses marches blanches organisées pour retrouver sa sœur. Les flux financiers racontent une toute autre histoire, celle d'une trahison biblique. On découvre qu'à partir de janvier 1989, soit 2 mois après l'assassinat, une société écran basée au Panama, Blue River Corp, a commencé à verser des dividendes mensuels sur un compte numéroté au Liechtenstein, dont le bénéficiaire économique final n'était autre qu'Antoine. Le montant total, sur 15 ans, avoisine les 4 millions d'euros actuels. Le prix du sang. Le prix du silence. Antoine savait. Il savait que sa sœur n'était pas partie au Brésil. Il savait qu'elle ne reviendrait pas. Il a vendu sa chair et son sang pour sauver le patrimoine familial, menacé par les révélations d'Isabelle. L'usine chimique, dont les dividendes nourrissaient la famille, ne pouvait pas tomber. Alors, quand l'accident est arrivé, ou quand l'exécution a eu lieu, Antoine a fait un choix. Il a choisi le capital plutôt que la justice. Il est devenu le complice passif, celui qui détourne le regard pendant que le docteur Vautier creuse le trou et qui tend la main pour encaisser le chèque de la consolation.
C'est un drame shakespearien au pays des soyeux, une tragédie où l'avarice a étouffé l'amour fraternel sous une montagne de billets sales. Mais pour prouver ce lien, pour transformer ces soupçons comptables en certitude judiciaire, il faut retrouver la source du chantage, le dossier d'Isabelle. Les enquêteurs reviennent vers Marc Vauthier. Ils changent d'angle. Ils ne cherchent plus à le faire avouer le meurtre. C'est fait. Ils cherchent à flatter son ego de financier. Ils lui parlent de sécurité, de prévoyance. Ils suggèrent qu'un homme aussi intelligent que lui a forcément gardé une copie, au cas où. Et Marc craque, non par remords, mais par vanité, et peut-être par une dernière volonté de nuire à ce système qu'il a lâché. Il lâche une adresse. Pas une adresse physique, mais numérique. Une clé de cryptage stockée sur un serveur sécurisé à Zurich, dont le code d'accès est gravé à l'intérieur de sa montre de luxe, celle qu'on lui a retirée à son arrivée. La police suisse saisit la montre. Le fond du boîtier est dévissé. La série de chiffres est là, minuscule, invisible à l'œil nu. C'est le sésame d'un coffre-fort virtuel, mais aussi d'un coffre physique situé dans une banque privée de Genève, une de ces institutions sans enseigne où l'on n'entre que sur invitation. Une commission rogatoire internationale est lancée en urgence. Les policiers français et suisses pénètrent dans la salle des coffres, un sanctuaire de silence feutré, climatisé, où dorment les secrets les plus inavouables de l'Europe. Le coffre numéro 402, encore ce chiffre, comme une ironie du sort, est ouvert. À l'intérieur, pas de lingots, pas de diamants. Juste une enveloppe Kraft, épaisse, jaunie par le temps, et un disque dur externe ajouté bien plus tard par Marc. L'enveloppe porte une inscription manuscrite de la main d'Isabelle. Projet Chimix, toxicité nappe phréatique originale. Les enquêteurs retiennent leur souffle. Ils tiennent entre leurs mains le mobile du crime, intact. En ouvrant l'enveloppe, c'est toute la rigueur scientifique d'Isabelle qui saute aux yeux. Des graphiques, des cartes, des analyses chimiques irréfutables prouvant que l'usine déversait sciemment du chrome hexaval et du mercure dans l'eau potable de 3 communes. Elle avait tout, les dates, les heures des déversements nocturnes, les noms des responsables qui signaient les ordres. Ce dossier n'était pas seulement une menace pour l'usine, c'était un arrêt de mort pour toute l'élite industrielle de la région. Mais il y a plus. Dans le coffre, à côté du dossier de la victime, se trouve le livre noir du docteur Vauthier. Un registre manuscrit où il consignait ses services. On y trouve la trace des paiements faits à Antoine de Mornay, libellés froidement comme frais de gestion dossier I. On y trouve aussi la liste des autres membres du réseau de la soie qui ont cotisé pour payer ce silence. Des noms apparaissent, des noms de familles encore puissantes aujourd'hui, des gens qui ont construit des carrières politiques ou industrielles sur ce secret. Vauthier et son fils n'étaient pas seulement des meurtriers, ils étaient les maîtres chanteurs d'une caste entière. Ils ont gardé les preuves non pas pour la justice, mais pour tenir la laisse courte autour du cou de leurs complices financiers. La découverte de ce coffre fait basculer l'affaire dans une autre dimension. Ce n'est plus un cold case, c'est un scandale d'État. Le frère qui vend sa sœur, le médecin qui tue pour l'industrie, le fils qui blanchit l'argent du chantage, et tout un réseau de notables qui paient pour que la terre reste fermée. Le puzzle est désormais complet, mais il est terrifiant. Il dessine le portrait d'une ville qui a mangé ses propres enfants pour préserver ses apparences. Isabelle de Mornay avait découvert que l'eau était empoisonnée, mais elle n'avait pas réalisé que le sang de sa propre famille l'était encore plus. Marc Vauthier, dans sa cellule, ne sait pas encore que les policiers ont ouvert la boîte de Pandore. Il pense peut-être avoir sauvé quelques meubles en livrant le dossier. Il ignore que ce geste signe la fin définitive de l'impunité pour tous ceux qui, depuis 1988, se croyaient protégés par l'oubli. La justice tient les preuves. Le dossier d'Isabelle, sorti de l'ombre après 38 ans, va enfin pouvoir être déposé sur le bureau d'un juge. Son travail n'aura pas été vain. Elle aura mis 40 ans à le publier, mais sa thèse posthume va faire trembler Lyon comme jamais auparavant. Le squelette du jardin a fini de parler. C'est maintenant au papier jauni de hurler la vérité. Mais 2027. Les 24 colonnes du palais de justice de Lyon se dressent face à la Saône, immuables, majestueuses, comme des gardiennes de pierre qui ont vu défiler des siècles de misère humaine. Mais ce matin, l'air qui circule entre ces piliers corinthiens a une densité particulière. Il est chargé d'une électricité statique, celle des grands rendez-vous avec l'histoire. La foule se presse sur les marches, une marée humaine où se mêlent les journalistes du monde entier, les militants écologistes brandissant des portraits d'Isabelle de Mornay, et les vieux Lyonnais, ceux qui se souviennent de 1988, venus voir tomber les masques. Ce n'est pas seulement le procès d'un homme qui s'ouvre. C'est le procès d'une époque, le procès du silence, le procès d'une ville qui a préféré fermer les yeux pour ne pas voir le sang tacher ses soieries. À l'intérieur de la cour d'assises, sous les dorures de la République, le brouhaha s'éteint brusquement lorsque la cour fait son entrée. Dans le box des accusés, derrière la vitre blindée,
Marc Vauthier apparaît. Il a vieilli. La prison a creusé ses traits, le costume gris flotte sur ses épaules voûtées. Il n'est plus le flamboyant investisseur suisse. Il est le résidu d'un naufrage moral, le dernier survivant d'un équipage maudit. Il ne regarde personne. Il fixe ses mains, celles-là même qui ont porté le corps, celles-là même qui ont été marquées par la dent de sa victime. L'acte d'accusation est lu. C'est une litanie d'horreur qui glace l'assemblée. Enlèvement, séquestration, complicité d'assassinat, recel de cadavres, non-dénonciation de crime. Chaque mot claque comme un coup de fouet. Mais le moment le plus terrifiant, celui qui fera basculer l'opinion publique, survient lorsque l'avocat général projette sur les écrans géants les documents retrouvés dans le coffre de Genève. Le dossier d'Isabelle. Ces graphiques colorés, ces tableaux de chiffres qui prouvent l'empoisonnement de la nappe phréatique, apparaissent enfin aux yeux du monde. 40 ans après avoir été rédigés, ils gardent toute leur puissance explosive. On réalise soudain la magnitude du gâchis. Une jeune femme brillante a été abattue non pas pour une histoire d'amour, mais pour protéger des dividendes. Isabelle de Mornay avait raison. Elle avait tout découvert, tout compris, avant tout le monde. Son squelette n'est plus seulement une preuve médico-légale, il devient une pièce à conviction politique. Le défilé des témoins est une procession de fantômes. Les experts toxicologues viennent confirmer à la barre que les cheveux d'Isabelle contenaient des doses létales d'arsenic. Ils expliquent, avec une froideur clinique, comment le docteur Vauthier a tenté d'affaiblir sa proie avant de l'achever. Le public retient son souffle. On imagine le calvaire de la jeune femme, ses nausées, ses vertiges, face à ceux qui se disaient ses amis, ses proches, et qui l'empoisonnaient sourire aux lèvres. Puis vient le moment de parler des absents. Le président de la Cour évoque la figure du père, Pierre Vauthier, le mandataire de la mort, et celle d'Antoine de Mornay, le frère traître. Lorsque les relevés bancaires de la Blue River Corp sont dévoilés, montrant les millions versés à Antoine pour acheter son silence, un murmure de dégoût parcourt la salle. C'est l'effondrement final du mythe de la bonne famille. Le frère n'était pas une victime collatérale, il était le comptable de l'horreur. Il a monnayé le cadavre de sa sœur comme on négocie une action en bourse. Dans le public, certains membres éloignés de la famille Mornay quittent la salle, la tête basse, écrasés par la honte de porter ce nom. Marc Vauthier, lui, tente une défense désespérée. Ses avocats plaident la contrainte, l'emprise paternelle, la peur d'un jeune homme de 22 ans face à un père tyrannique. « Je n'étais qu'un outil », balbutie-t-il à la barre, la voix brisée. « Je ne voulais pas qu'elle meure. J'ai juste obéi. » Mais le procureur se lève, impitoyable. Il brandit la photo du bouton de manchette. On n'obéit pas quand on descend dans une fosse pour arranger un cadavre, monsieur Vauthier. On participe. On collabore. Vous n'avez pas appelé la police le lendemain. Vous n'avez pas appelé la police 10 ans après. Vous n'avez pas appelé quand votre père est mort. Vous avez gardé le silence parce qu'il vous profitait. Vous avez vécu dans le luxe grâce à l'argent du crime. La morsure sur sa main est rappelée. Isabelle s'est défendue contre lui. Elle a identifié son agresseur dans sa chair. Marc s'effondre, incapable de soutenir le regard des jurés. Il n'est pas la victime, il est le gardien du temple maudit. Le verdict tombe après 3 jours de délibéré, dans une atmosphère de fin du monde. Réclusion criminelle à perpétuité. La peine maximale. La salle n'applaudit pas. Il n'y a pas de joie, pas de soulagement. Juste une lourdeur immense. Car si Marc Vauthier part menottes au poignet vers la maison centrale, les vrais commanditaires, les industriels du réseau de la soie, ceux qui ont signé les chèques, ceux qui ont pollué la terre, sont pour la plupart morts dans leur lit, entourés d'honneurs immérités. La justice des hommes a ses limites. Elle peut punir le bras, mais elle arrive souvent trop tard pour trancher la tête. Cependant, l'écho du procès dépasse les murs du tribunal. Dès le lendemain, les conséquences se font sentir. Les associations de victimes, armées du dossier Mornay, désormais public, lancent une classe-action historique contre les successeurs de l'usine Chimix. Des dizaines de familles, dont les enfants ont souffert de cancers inexpliqués dans les années 90, comprennent enfin l'origine de leur malheur. Le squelette du jardin a ouvert la voie à une réparation collective. Isabelle, depuis l'au-delà, réussit là où elle avait échoué de son vivant. Elle met l'industrie face à ses responsabilités. La ville de Lyon elle-même entame un travail de mémoire. Une plaque est inaugurée devant l'ancien laboratoire de l'avenue des Frères Lumière. On y lit « Ici travaillait Isabelle de Mornay, morte pour la vérité scientifique ». Le jardin de la Villa Vauthier, ce lieu de mort, est racheté par la municipalité pour devenir un parc public, un jardin du souvenir. On y plante des arbres capables de dépolluer les sols, comme un dernier hommage à la biologiste. Mais pour Marc Vauthier, le voyage s'arrête entre 4 murs de béton.
Lors de son transfert, une image saisissante est capturée par un photographe de presse. À travers la vitre du fourgon cellulaire, il regarde une dernière fois la ville, cette ville qu'il a dominée, qu'il a trompée, et qui le rejette désormais comme un corps étranger. Il emporte avec lui les derniers secrets, les conversations nocturnes avec son père, les détails sordides qu'il n'a jamais avoués. La justice a tranché, mais la cicatrice reste béante. Le procès a révélé que le monstre n'était pas un loup solitaire, mais le système tout entier. Le « cold case » est clos administrativement, mais moralement, il vient d'ouvrir une brèche que rien ne pourra refermer. La vérité est une onde de choc, et Lyon tremble encore. Le squelette est sorti de terre, et avec lui, il a déterré la conscience d'une ville. Le calme est revenu avenue des Frères Lumière. Les camions satellites des télévisions ont remballé leurs câbles, les barrières de police ont été démontées, et les rubans jaunes qui zébraient le paysage ont fini à la poubelle. En apparence, le quartier de Montplaisir a retrouvé son rythme de croisière, ce battement régulier et rassurant d'une banlieue chic où rien ne dépasse. Mais ce n'est qu'une apparence. Car une fois que le voile de la réalité a été déchiré avec une telle violence, il est impossible de le recoudre sans que la cicatrice ne reste visible. L'air, ici, a changé de consistance. Il porte une densité nouvelle, une gravité qui saisit le promeneur dès qu'il passe devant les grilles de l'ancienne propriété Vauthier. La maison est là, toujours debout, avec ses volets clos qui ressemblent à des paupières fermées sur un cauchemar. Elle a été vendue, revendue, puis finalement acquise par la municipalité pour en faire un lieu de mémoire, car personne, absolument personne, n'aurait pu y vivre à nouveau. Qui aurait pu dormir dans la chambre du docteur, sachant ce qui se tramait dans la cave? Qui aurait pu dîner dans le salon en imaginant la silhouette de Marc Vauthier nettoyant le sang sur le tapis? Les murs ont une mémoire, et ceux de la villa Vauthier sont saturés d'une noirceur indélébile. Le jardin, lui, a subi une métamorphose. Là où s'étendait la pelouse impeccable du docteur, ce gazon maudit nourri par la décomposition, s'étend désormais un parterre de fleurs sauvages, un chaos végétal organisé qui symbolise la vie reprenant ses droits sur la mort. Une stèle discrète, en pierre blanche, marque l'emplacement exact de la fosse. Il n'y a pas d'épitaphe grandiloquente, juste un nom, Isabelle, et 2 dates qui encadrent une vie trop brève. Les gens s'arrêtent. Ils ne font pas que passer. Ils s'arrêtent, ils lisent et ils frissonnent. Ce n'est pas le frisson du voyeurisme, c'est le vertige de la proximité. Ils réalisent que l'horreur n'est pas une abstraction qui arrive aux autres, dans d'autres villes ou dans les films. L'horreur était là, sous leurs semelles, pendant qu'ils promenaient leurs chiens, pendant qu'ils emmenaient leurs enfants à l'école. Ils ont vécu à côté d'un charnier miniature sans jamais rien sentir, sans jamais rien soupçonner. C'est cette culpabilité collective qui hante désormais le quartier. Comment avons-nous pu être si aveugles? Comment la respectabilité d'un homme a-t-elle pu agir comme un camouflage aussi parfait? Le Lyon 1988 Cold Case a brisé le mythe de l'infaillibilité bourgeoise. Il a prouvé que les monstres ne se cachent pas toujours dans les ténèbres. Parfois, ils portent des costumes 3 pièces, reçoivent la Légion d'honneur et vous offrent des roses cultivées sur des cadavres. L'héritage d'Isabelle de Mornay dépasse largement les frontières de ce jardin. Elle est devenue, malgré elle, une icône. Dans les facultés de biologie de la ville, les amphithéâtres bruissent de son nom. On enseigne désormais ses travaux, non plus comme des hypothèses subversives, mais comme des textes fondateurs de la toxicologie environnementale. Les étudiants qui analysent aujourd'hui les eaux du Rhône le font avec une pensée pour celle qui a payé de sa vie le droit de dire la vérité. Isabelle a gagné. C'est une victoire posthume, amère et froide, mais c'est une victoire totale. Vauthier voulait l'effacer, la réduire au néant, la transformer en poussière anonyme. Il a échoué. En l'enterrant, il l'a préservée. En voulant taire sa voix, il lui a donné un porte-voix qui résonne 40 ans plus tard avec une puissance dévastatrice. Le dossier qu'elle serrait contre elle, ce fameux « projet Chimix », est devenu jurisprudence. Grâce à elle, des lois ont changé. Grâce à elle, des usines sont surveillées. Grâce à elle, on ne regarde plus l'eau du robinet de la même manière. Il y a une ironie tragique à penser que c'est son assassin qui, en cachant méticuleusement les preuves, a permis leur conservation parfaite pour les générations futures. Le mal, dans son arrogance, finit toujours par travailler contre lui-même. Mais au-delà de la science et de la justice, il reste la légende. Lyon est une ville de mystère, et l'histoire d'Isabelle est entrée dans le folklore urbain, rejoignant les récits des canuts et des résistants de l'ombre. On raconte déjà, dans les cafés du Vieux-Lyon, que les soirs de novembre, lorsque la brume remonte des quais de Saône et enveloppe la colline de Fourvière, on peut apercevoir une silhouette près des grilles du parc. Une jeune femme en trench-coat beige, élégante, immobile, qui regarde la maison avec une tristesse infinie. Est-ce un fantôme? Ou est-ce la projection de notre propre conscience,
le remords collectif qui prend forme sous la pluie. Certains disent avoir vu la lumière de la cave s'allumer brièvement, alors que l'électricité y a été coupée depuis des mois. D'autres parlent d'une odeur de terre fraîche qui surgit soudainement, sans raison, au coin de la rue. Ces histoires, qu'elles soient vraies ou fantasmées, sont la preuve que le traumatisme est profond. Isabelle ne partira plus. Elle fait partie de la géographie mentale de la ville. Elle est la dame blanche de Montplaisir, la sentinelle qui nous rappelle que le passé n'est jamais vraiment mort. Il n'est même pas passé. Et que dire de ceux qui restent? La famille Mornay, ou ce qu'il en reste, vit dans la réclusion. Le nom, autrefois synonyme de prestige, est devenu une tâche. Les petits-neveux d'Isabelle, innocents des crimes de leurs aînés, doivent porter le poids de cette trahison familiale. Ils ont changé de patronyme, ils ont déménagé, fuyant l'opprobre. L'argent sale de la Blue River Corp a été saisi, redistribué, mais il a laissé une brûlure morale que rien ne peut apaiser. Quant à Marc Vautier, dans sa cellule de la centrale de Saint-Quentin-Falavier, il vieillit seul. Il n'a plus de public, plus de cours, plus de miroir pour flatter son ego. Il est face à ses murs, face au temps qui s'étire, face à l'absence. On dit qu'il ne sort jamais en promenade quand il pleut. La pluie, ce bruit de l'eau qui frappe le sol, le terrifie. Elle le ramène à cette nuit de 1988, au bruit de la boue, au bruit de la pelle. Il est prisonnier de son souvenir autant que des barreaux. Il est l'homme qui a voulu arrêter le temps et qui se retrouve broyé par lui. Ce cold case nous laisse avec une leçon brutale sur la nature de la vérité. Nous passons notre vie à marcher sur des secrets. Chaque maison, chaque jardin, chaque visage croisé dans la rue peut dissimuler une tragédie. Nous pensons connaître nos voisins, nos amis, nos parents. Mais que savons-nous vraiment de ce qui se passe une fois les volets clos? Que savons-nous des pactes scellés dans les sous-sols? L'affaire Isabelle de Mornay nous a appris l'humilité. Elle nous a appris que la terre est patiente. Elle garde tout. Elle digère les chairs, elle blanchit les os, mais elle conserve la preuve. Elle est l'ultime témoin, celui qu'on ne peut ni corrompre, ni intimider, ni tuer. Vautier pensait avoir le contrôle. Il pensait être le maître du jeu. Il avait oublié que la terre finit toujours par recracher ce qu'elle ne peut pas avaler. Alors, ce soir, en rentrant chez vous, regardez votre jardin. Regardez la terre meuble sous vos rosiers. Écoutez le silence de votre rue. Tout semble paisible, n'est-ce pas? Tout semble normal. Mais souvenez-vous de Montplaisir. Souvenez-vous qu'il a suffi d'un coup de pelleteuse, un matin de printemps banal, pour que l'enfer surgisse du paradis. Dormez en paix, si vous le pouvez. Mais gardez les yeux ouverts. Car quelque part, dans un autre jardin, dans une autre ville, sous une autre dalle de béton, un autre secret attend son heure. Une autre Isabelle attend qu'on la retrouve. La vérité est en marche, lente, souterraine, inexorable. Et rien, jamais, ne pourra l'empêcher de remonter à la surface. C'était l'histoire du squelette du jardin. Une histoire de terre, de sang et de silence. Une histoire lyonnaise. Une histoire humaine. Fin de la transmission.